Bonjour les amis, l'épisode de cette semaine vous est présenté par la tournée super normale de l'humoriste David Bocage. Qui est-il? Who knows? Et oui, ce sont les dernières dates non seulement de mon année 2025 qui approche, mais également les dernières dates de la tournée en général en début 2026. Donc dépêchez-vous. Si vous écoutez ceci sur Patreon, je suis à Montréal le 8 novembre, dans l'Est, Sainte-Thérèse le 15 novembre. Et si vous écoutez ceci en public, dans quelques jours, je serai en Gaspésie le 20 novembre, à Gaspé 21, à New Richmond 22, à Rivière-du-Loup. Après ça, ça va à début 2026. La grosse rentrée montréalaise au Club Soda le 20 février 2026. Et les gens de Québec, ne soyez pas en reste, je suis au Petit Champlain le dimanche 22 février. Dépêchez-vous les amis, il reste seulement quelques dates. C'est la tournée qui achève. On va rapper ça au printemps et il y a beaucoup moins de dates à partir de 2026. Donc, dépêchez-vous de vous rendre au davidbocage.com pour tous les billets. Et un cadeau de Noël réussi. Wouh! OK, bienvenue les amis à l'épisode d'aujourd'hui de Dread sur le tape. Très, très content de vous retrouver aujourd'hui avec un autre épisode absolument marvelous avec monsieur Kevin Dubé. Peut-être que les gens de la vieille capitale connaissent déjà Kevin qui travaille au Journal de Québec depuis déjà plusieurs années. Je l'ai connu, on s'est croisés souvent avec Charles Pellerin quand on est allé faire des repêchages ou tout ça. J'ai eu la chance de le rencontrer un petit peu plus, d'y jaser, et c'est un gars absolument adorable. Et je voulais le recevoir au podcast depuis un moment, donc on s'est arrangé pour faire ça alors que j'étais de passage pour le festival Juste pour rire de Québec, anciennement Comédia, cet été, où j'ai enregistré un épisode d'ailleurs live devant le public qui sera diffusé plus tard dans la saison. Donc, j'en ai profité j'ai profité de mon passage dans la vieille capitale pour faire quelques podcasts, dont Kevin Dubé, qui est un gars de Lévis, de la Rive-Sud, là, d'ailleurs. Je pense que c'est Saint-Jean-Chrysostome, peu importe. On a enregistré ça à Lévis. J'aimerais remercier d'ailleurs les gars du studio qui nous ont accueillis pour quelques épisodes. Ça a été un réel plaisir. Vous avez été extrêmement smart. Donc, voilà, j'aime toujours ça, savoir des journalistes, que ce soit à l'écrit, des journalistes qui travaillent, peu importe, podcast, à l'écrit, télévision, dans tous les cas, ils ont une perspective différente, ils ont un background différent. Puis Kevin, ça fait quand même déjà plus qu'une décennie qu'il fait ça, donc c'est pas un petit nouveau. Donc voilà. J'ai rencontré Kevin le 6 août 2025. C'était à Lévis, sur la Rive-Sud de Québec. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc, superbe discussion, rencontre. Il y a une anecdote de Patrick Roy qui m'a fait rire très, très fort. Vraiment, ça va dans plein de directions. Je vous laisse le découvrir. Voici le très sympathique Kevin Dubé. Dread sur le tape avec David Bocage. Kevin Dubé! Yes! Il faut bien que je vienne, ça arrive sud de Québec. Chez nous! Après que je t'ai choqué l'année passée. Non, mais ça, il faut le dire, par exemple, tu as été très bon joueur parce que tu étais. Oui, parlons-en, tu étais booké. Ouais. À l'époque, ça s'appelait Comédia. Oui. Ça a changé depuis, juste pour rire. À l'épisode devant le public. Mm-hmm. Et tu as été rappelé dans les grandes ligues, Kevin. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était les Jeux olympiques. J'avais oublié. C'est une très bonne raison. Et on était, c'est ça, on était très, très sollicités pendant les Olympiques. Je n'étais pas là, évidemment. Je n'étais pas à Paris, là, ceux qui. Je l'ai pas. Ça aurait été une meilleure excuse si j'avais été à Paris, mais je n'étais pas là. Mais on avait, tu sais, on les a couverts mur à mur. Fait que j'avais complètement oublié. Je faisais le chiffre de soir des Jeux olympiques. J'avais été obligé de. C'est vos playoffs. C'est nos playoffs. On est fait une fois 4 ans. Ouais. Il faut 2 ans, non. Mais non, c'est ça. Fait que, bien content d'être là. T'aurais-tu aimé ça y aller? Ah oui, vraiment. C'est comment ça marche? Ben, écoute, c'est. Tout ça a tellement changé. C'est avec le Journal de Québec, là, pour mettre en contexte. Le Journal de Québec et le Journal de Montréal, c'est rendu pas mal la même chose. Moi, je suis basé à Québec, mais ce qu'on fait, c'est pour les deux médias. Surtout avec le web, là, maintenant. Exactement. Même TVA Sport. Fait que, tu sais. C'est Québec. Il fut une certaine époque où il y avait 8 journalistes qui allaient aux Olympiques, là, tu sais. Puis, comme tu avais ta discipline, puis tu couvrais une chose. À cette heure, ben, avec la situation des médias, ben, ça a changé beaucoup. Fait que, l'année passée, ben, à Paris, en fait, on avait 2 collègues qui étaient là sur place avec un photographe, puis tout le reste était à distance, on couvrait. Puis aujourd'hui, c'est facile, c'est plate, là. C'est bien plus le fun d'être là.
Mais tout se fait à distance aussi. Là, les compétitions, les matchs de soccer, puis tout ça, on pouvait les suivre à distance. Puis il y a même des possibilités d'avoir les points de presse à distance aussi. Fait que c'est pas mal moins glamour là, de le faire de ton divan chez vous que d'être assis dans le Stade de France. Là. Et t'as moins aussi le pouls du moment. Exactement, c'est ça. Fait que, mais tu sais, notre job à nous, c'était surtout de se concentrer sur les compétitions sportives. Puis l'ambiance, puis tout ce qui se passait là-bas, ben, c'était les collègues qui étaient là-bas qui s'en occupaient. Fait que ça les aidait aussi à se détacher du 3-2 puis du 4-3, puis de pouvoir être un peu dans la ville, puis de voir comment ça se passait, puis de pouvoir raconter un peu comment elle vivait. Et mon boss, Jean-Nicolas Blanchette, qui est allé se baigner dans la Seine, voir si elle était polluée, là, le genre d'affaire dans le On l'a jamais retrouvé, d'ailleurs. C'est ça. Est-ce que tu peux appliquer pour y aller ou c'est eux qui choisissent? Ben, c'est eux qui choisissent. C'est les boss qui choisissent. Là, ouais. Fait que ça va par ancienneté, peut-être? Ça va par ancienneté, puis ça va aussi par beat, là, entre guillemets. On a des journalistes qui couvrent ça un peu plus que d'autres. Là. Comme là, les Olympiques d'hiver s'en viennent. Ouais. Probablement que, je sais pas encore, là, on n'a pas encore discuté, mais probablement que le hockey, évidemment, va être très couvert. Fait que probablement que ça va être, j'imagine, Jonathan Bernier qui couvre le Canadien de Montréal, qui va aller couvrir le hockey. Richard Boutin qui couvre le sport amateur, qui va être là aussi. Fait que ça marche beaucoup par beat, puis probablement qu'on va encore le faire, nous autres, à distance. Puis toi, ton beat, c'est... Hey, mon beat, il est gros, mais il est large. Il est très large. Je fais beaucoup de hockey. Là. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire. C'est beaucoup de hockey. Hockey junior, repêchage, un peu de Ligue nationale. Je suis beaucoup appelé en relève à faire des. Par exemple, j'ai fait quelques matchs du Canadien cette année en relève à Jonathan quand il pouvait pas. Je fais le repêchage de la LNH chaque année. J'ai fait beaucoup de hockey junior, le mondial junior presque à tous les temps des fêtes. C'est toi qui décides sur quoi t'écris ou c'est Ben, tu sais, à un moment donné, tu finis par comme avoir ton petit réseau de contacts puis ton champ d'expertise, ouais. Puis tu navigues là-dedans. Là. Mettons, pour le camp d'entraînement puis j'ai fait le camp d'entraînement des Islanders de New York au début de l'année aussi, évidemment, parce que c'était Patrick Roy puis que je l'ai couvert aussi avec les Remparts beaucoup. Fait que c'était son premier vrai camp parce qu'il était arrivé l'année d'avant comme en janvier. Fait que là, c'était le premier camp d'entraînement avec les Islanders. Fait que je suis allé là aussi. Des fois, c'est nous qui on pitch le projet, on dit on ferait ça. Sinon, des fois, c'est des idées des boss, puis ils disent t'es-tu disponible pour y aller, puis c'est souvent comme ça que ça marche. Il y en a beaucoup avant, puis encore une fois, ça a tellement changé, mais au début, on pitchait n'importe quoi, puis c'était toujours oui. Là, j'ai fait des affaires que je me dis aujourd'hui, oublie ça serait jamais accepté. Qu'est-ce qui te vient en tête? Ben, j'étais allé. J'avais 23 ans, je venais de rentrer au journal, puis je parlais avec mon boss qui était un amateur de prospects aussi je pense que c'est drôle parce que je pense que quand j'étais allé en Suède, on était allé en Suède parce qu'on s'est dit Peter Forsberg, c'était un des derniers joueurs des Nordiques qui était encore actif, puis on voulait faire de quoi là-dessus sur lui. Puis moi, je pense qu'on va relate là-dessus. C'était mon idole, j'ai grandi en idolâtrant ce gars-là. Fait que tu sais, OK, parfait, on y va. Fait que là, j'étais allé à Modo où il dirigeait avec Marcus Naslund et compagnie. Ouais. J'avais fait ça. Dans ce temps-là, William Nylander jouait. Fait que on avait fait comme, regarde, on va aller parler à Nylander parce que c'est son année de repêchage aussi. Puis après ça, j'étais allé à Stockholm. J'avais fait le super recruteur des Red Wings de Détroit. Là. Ouais, je l'ai Ken Anderson. Là. Qui se prononce Hoken. Que j'ai appris. Oui, à chaque fois qu'on va au draft ces dernières années, je m'assure de le trouver. Ah ouais? Hein? Pour aller donner. C'est un ancien... avant d'être scout, il était pêcheur à la mouche, guide de pêche à la mouche. C'est vrai? Fait que à chaque fois que j'ai parlé des rivières gaspésiennes, il connaît. Ah ouais? Fait que j'ai ramené un polo de la Cascapédia, de la Gaspésie, puis quand je le vois, je donne, puis il est comme... Mais ça veut dire... Vraiment sympathique en plus. Vraiment, puis ça avait été comme super facile à booker, puis tu pars là, le gars du Journal de Québec, ça avait été, on s'était rencontrés sur le bord d'un petit pont à Stockholm, c'était vraiment cool, j'avais fait ça, là, je repense à ça aujourd'hui, puis c'était comme, oublie ça, là, avec dans la situation des médias actuels, avec aller en Suède pour le fun. Les yeux de la tête pour se faire un voyage comme ça. Mais c'était vraiment des beaux souvenirs, puis j'en ai plein d'autres, là, des trucs qu'on faisait sur un coup de tête. Là. On peut aller là, oui, parfait, pas de problème. Ça, on parle de quelle année? Ben, c'était surtout au début. Moi, j'ai commencé le journal, en fait, en 2012. Je suis rentré en 2011. Été 2011. Puis, c'était vraiment comme de 2011 à 2015-16 peut-être. Là, c'était vraiment c'était le free-for-all. Puis on voyait, nous, on le voyait, la situation des médias commençait à changer. Quand tu dis free-for-all, tu veux dire c'était... free-for-all dans le sens où, pas le free-for-all, mais c'était
c'était bar open. Là, OK, dans ce sens-là. Ouais. On proposait quelque chose, puis on y allait, puis c'était comme, allez-y, let's go, il n'y a pas de problème. Puis c'était vraiment le fun parce que tout ce que tu pouvais proposer, puis aujourd'hui, on réalise que t'es vraiment chanceux de pouvoir le faire parce que c'était pas viable comme modèle. Non, vraiment pas, c'est ça. C'était super bon. Là. Je pense qu'on le relirait aujourd'hui, puis c'était super bon. Mais tu sais, le coût, ce que ça coûtait pour ce que ça donnait, c'était peut-être pas viable. On l'a fait, puis c'était vraiment le fun. Fait que, à partir de 2016, on a commencé à voir, un peu comme tout le monde, ça a commencé à couper. Puis là, des pertes d'emploi. Puis là, la pandémie est arrivée aussi. Puis là, ça a été un gros coup aussi. Fait que vraiment, depuis le retour de la pandémie, c'est plus difficile de faire approuver des projets. Là. T'as-tu eu peur de perdre ta job? Ah oui. Pendant la pandémie. Pendant la pandémie, quand la pandémie est arrivée, ils nous ont. Au début, là, c'était la panique. Tout le monde paniquait. Là, c'était n'importe qui. Je pense que dans n'importe quel corps de métier, tout le monde était comme qu'est-ce qui va se passer avec ma vie? Là, puis là, notre boss nous avait appelé et nous avait dit là, regarde, le sport est fermé. On sait pas ce qui va arriver. Fait que probablement qu'on va tous vous envoyer au général pour couvrir la pandémie, puis on verra après ce qui va arriver. T'sais. Puis on était comme, mon Dieu, Finalement, on a couvert le sport pendant tout le long de la pandémie. On se trouvait des sujets, puis C'était vraiment le fun. Puis pas le fun, là, je veux dire, pas eu beaucoup de fun dans la pandémie, mais c'était le fun parce que là, on avait comme un espèce de mandat de se dire, il faut qu'on continue de parler de sport. Puis je pense que les gens, ça leur fait du bien aussi. C'est ce qu'on se disait. Comme, là, tout ce qu'on entendait des nouvelles, c'était juste sur la pandémie, le virus, puis sur le nombre de cas, vaccins, blablabla. Fait que c'était le fun d'entendre aussi des histoires, des fois, d'athlètes qui a réussi à s'entraîner pareil, puis qui se préparaient pour des compétitions. Puis, fait que ça avait été le fun quand même. On avait réussi à le faire au complet pendant quasiment 2 ans et demi sans perte d'emploi, mais tout le long, c'était super stressant parce qu'on se disait quand est-ce qu'ils vont décider de couper le sport parce que il se passe plus rien. Là, finalement, on est encore là. Puis là, on le voit beaucoup, le modèle change. Là, YouTube est devenu maintenant comme le poste de télé mondial numéro 1. Est-ce que des fois, tu te poses la question, si je sortais de l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais si tu commençais ta carrière en 2025? Bonne question. Excellente question. Je sais pas qu'est-ce que je ferais. Je pense que je serais... Puis là, moi, je suis comme dans le... j'ai 35 ans. Fait que je suis comme dans le... Je pense pas que je suis encore trop dépassé au niveau technologie. Je suis quand même assez à l'aise avec ça. Mais je suis quand même une génération plus tard que de ceux qui sortent maintenant puis qui sont familiers avec TikTok et ces affaires-là. Moi, j'ai... Pas un Gen Z, t'es un millénial. Exact. Mais t'es pas un boomer. Exact. C'est ça. Exactement. Fait que je pense qu'on est quand même capté... J'aime comme ça, j'aime ça, les podcasts. Je pense qu'à l'écran, je suis capable, je suis à l'aise. Puis, fait que j'aime j'aime la situation présente, mais je comprends aussi que aujourd'hui, c'est beaucoup plus de... faut que tu te mettes en valeur. Là, je pense que le journaliste puis le marketing, c'est beaucoup des personnalités aujourd'hui. Ouais. Fait que je sais, puis des fois, je suis pas la personne la plus flamboyante au monde. Fait que je sais pas si ça deviendrait lourd à un moment donné, des fois, d'essayer de comme tout le temps de créer ton personnage. Puis de... Ouais. J'imagine qu'il faut que tu restes authentique dans cette démarche-là. Ouais, exactement, c'est ça. Puis moi, ce que j'aime de ce métier-là, c'est de laisser parler les gens aussi, puis de faire des entrevues, puis pas me mettre en valeur, mais mettre en valeur les autres. Alors que là, c'est un peu l'inverse. Fait que... le culte de la personnalité, on le voit dans tous les domaines. Je pense que les chanteurs, que ce soit musiciens, souvent, c'est quelqu'un auquel les gens s'attachent par les réseaux sociaux. Un peu, peut-être que c'est ce qui fait que la musique marche, peut-être, qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais sais-tu à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser j'ai l'impression que le dernier qui était vraiment en dehors de cette loupe-là, c'est Daniel Bélanger. Daniel Bélanger, tu le voyais pas tant que ça en entrevue. Non. C'était pas le gars, genre, tu sais, c'est comme un genre de gars relax, un peu nerd, tu sais, mais c'était... Je me dis toujours, si Daniel Bélanger commençait aujourd'hui, on serait-tu genre, non, on fait plus de stories. C'est comme, non, mais ces tunes sont vraiment bonnes. Mais c'est ça, mais c'est exactement ce que je veux dire. C'est pourquoi? Parce qu'il était bon. Exact. Puis t'as raison là-dessus, puis je pense qu'il va toujours de la place pour ceux qui sont bons. Là. C'est sûr. Je pense qu'il y en a qui réussissent à se vendre, qui se vendent bien, puis qui... Une de mes citations préférées, c'est de Steve Martin, l'acteur, tu connais son nom, qui était humoriste à la base. Il a commencé avec du stand-up, puis... il dit à chaque fois qu'il y a un jeune qui me demande genre, OK, comment je fais genre pour aller à LA puis comme avoir un agent puis comme avoir des photos de casting, puis il dit toujours, should the first question you ask yourself is
how do I be good? C'est ça. Tu trouves pas que c'est plus simple d'être bon? Absolument. Ah ouais. Un agent va venir te voir. Ouais. Le reste va se passer si tu commences par la bonne affaire. Exactement. Non. C'est-à-dire être bon, tu sais. Puis je crois à ça. Puis tu sais, Ben je pense que, tu sais, aujourd'hui, malgré le culte de la personnalité et tout ça, je pense que c'est quand même les meilleurs qui réussissent en bout de ligne à 100%. Hein. À se démarquer. Là. Ça T'as peut bien pas beau être le meilleur pour te marketer si ce que tu produis puis ce que tu fais n'est pas bon. Puis si t'as pas. Puis je parle, mettons, pour le journaliste puis pour les médias, si t'as pas de crédibilité puis t'as pas de contact, puis ça marchera pas pareil, même si t'es bon pour te mettre en valeur. Je te dis ça parce que c'est sûr que tu l'as vu passer, mais Alexandre Drolet, ouais. je pense que c'est ça son nom de famille, je suis pas sûr, mais elle explique c'est parti qui a quitté Radio-Can pour se partir à son compte, qui est journaliste à la base, puis je vois qu'il l'est encore ultimement, mais que ça devient du... I guess le terme, c'est création de contenu. Ouais. Ça devient un petit peu plus large, puis elle s'est partie à son propre compte, sa chaîne YouTube. Il faut que tu aies un certain nombre de followers pour te monétiser, puis là, c'est vraiment comme... Tu sais, ça va très vite, parce que jusqu'il y a quelques années, on aurait quand même trouvé ça peut-être un peu stretché de faire ça, mais de par l'évolution de YouTube... tu sais, il y a une couple d'années, le terme influenceur, c'était vraiment comme péjoratif. Puis là, c'est comme juste des gens qui prenaient des selfies sur des bateaux. Mais là, on se rend compte que YouTube est rendu un véhicule pour, peu importe ton genre d'intérêt, il y a des gens qui vont créer du contenu là-dessus qui peut être super bon. Je pense que j'ai l'impression qu'Alex le fait bien, là, je pense, c'est de ce que j'ai vu. Puis, je pense que ça marche super bien. Je pense vraiment. Puis déjà, juste quand le calique a quitté Radio-Can, je pense que même elle, je pense qu'elle avait soupçonné le coup de pub que ça a été. Incroyable. Là, après ça, c'est comme, je pense qu'elle a approché Louis Morissette, dont la boîte produit dans notre show télé pour un petit peu de parrainage, je pense, dans les médias. Puis là, tu sais, elle peut se permettre d'aller faire des reportages à l'étranger, tout ça pour dire. Puis, est-ce que c'est ce genre d'affaires-là, quand tu vois ça, parce que là, Nico Fam, la semaine d'après aussi, pas à cause d'elle, là, mais quittait aussi Radio-Can, lui, plus du contenu humoristique. Est-ce que quand tu vois des affaires comme ça, t'es comme, si j'ai plus de job dans un an, est-ce que c'est le genre d'affaires auxquelles tu penses? Ou? J'essaie de pas y penser, c'est très, très, très anxiogène. J'ai des enfants, moi, là. C'est ça. Mais tu sais, je sais pas si... Puis j'ai énormément de respect pour ces gens-là qui le font puis qui se lancent dans le vide. Tu sais, c'est tough, là, quand même. Tu sais, veux pas... Peu importe ce qu'on dira des médias, c'est qu'il y a quand même une certaine sécurité de travailler pour une boîte. 100%. T'as des assurances. Ben oui, puis tu travailles pour un certain média, tu as une crédibilité qui vient avec automatiquement. Tu t'appelles puis tu dis Kevin Dubé du journal de la Montérégie ou Kevin Dubé du journal. Tu sais, veux pas, à la base, il y a comme déjà le nom du média est déjà fait, puis la crédibilité du média est déjà fait un peu. Fait que là, de partir, il faut que ta crédibilité personnelle soit déjà faite ou que tu aies des balls of steel pour dire je vais aller me la faire sans avoir l'espèce de pushing d'une boîte ou d'un autre média en arrière. C'est vraiment, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ça. Je ne sais pas ce que je ferais, honnêtement. Pour vrai, là, puis j'essaie puis c'est vrai quand je te dis j'essaie de pas m'opposer parce que ça devient comme vraiment anxiogène. Je sais pas ce que je ferais. Puis, tu sais, moi, je fais du sport. C'est tout ce que j'ai fait de ma vie à date, là. Fait que là, tu te dis, si, mettons, je perdais ma job, dans quoi je serais bon à part ça? Tu sais, c'est dur. Puis, tu sais, si tu perds ta job dans le sport, je pense qu'il ne faut pas se faire de cachette, là. C'est pas mal fini. Il n'y en a plus beaucoup qui se replacent une fois que tu perds ta job parce que des postes dans les sports, il y en a de moins en moins. Dans les boîtes ou dans les médias traditionnels, exactement. Mais tu pourrais continuer de faire du sport, mais ça serait absolument, c'est ça. Mais c'est une option, puis c'est, comme je te dis, c'est anxiogène, mais aussi c'est le fun de voir qu'il y a une certaine porte de sortie. Je pense que ça doit être beaucoup, beaucoup de travail d'essayer d'après ça de rebâtir ton following puis ta crédibilité. Mais est-ce que vous en parlez entre journalistes, entre vous? Mais pas tant que ça. Puis je te dirais que ce dont on parle, je pense, c'est surtout ce que... J'ai écouté un peu ce qu'Alexandre disait aussi quand elle a décidé de faire le move. Puis je pense qu'on se reconnaît tout un peu là-dedans. Dans le... Je pense que Radio-Canada, c'est encore pire que nos médias, là, comme le journal, par exemple, ou la presse, tout ça. C'est des paquebots qui sont énormes à bouger. Puis on le voit tout, là, puis on le sait que c'est l'avenir, c'est le web. Je pense que tout le monde le sait, mais c'est tellement... Il y a tellement de strates puis de couches avant de réussir à faire partie. On essaie d'avoir un podcast au journal, puis c'est super compliqué, là, parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Puis là, il faut le faire, il faut en parler à quelqu'un. Puis là, il faut faire un pilote. Puis là, il faut le montrer à quelqu'un. Puis là, après ça, fait que tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'étapes
pour en venir à quelque chose qui est même pas encore fait. Là. Ça fait des mois qu'on travaille là-dessus, puis c'est pas encore fait. D'ailleurs, je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais fait que juste, c'est super, super compliqué. Ouais, de changer. C'est surtout ça, c'est comme ça, peut-être les petites frustrations. T'sais, on soumet des affaires des fois, puis on essaie de soumettre des trucs vidéo, puis c'est comme c'est compliqué, puis c'est souvent, ça coûte combien, puis c'est comme... Ouais, mais c'est dur de faire des nouvelles choses dans un vieux modèle. C'est ça que je veux dire. Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'ouverture, il y en a d'ouverture. C'est juste que c'est très difficile pour un paquet de raisons. Il y a un paquet de circonstances. Puis souvent, tu sais, je veux dire, quand nous autres au sport, au journal, on présente un projet, on est probablement le 15e sur la liste de priorités. Puis c'est normal qu'ils partent d'en haut puis qu'ils descendent jusqu'en bas, puis ça soit plus long pour nous autres. Fait que, je pense pas que c'est fait pour tout le monde, ce modèle-là non plus. Là. Non, 100%. Il y a beaucoup de... Comme je te disais, parce que ce que Alexandre fait puis ce que les autres font aussi, c'est beaucoup aussi de se mettre en valeur. Puis je dis pas qu'ils le font pour... d'un point de vue narcissique. Exactement. Je pense mais c'est juste que c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses parce que tu deviens... Tu sais, quand je te parlais du modèle, tu sais, du média qui te donne ta crédibilité, mais là, c'est ta face qui devient ta crédibilité, qui devient ton moteur puis ton véhicule. Fait que t'as pas le choix de le faire. Puis il y en a qui sont pas nécessairement toujours à l'aise là-dedans. Puis c'est beaucoup aussi par l'image. Puis il y a un paquet de journalistes qui sont meilleurs aussi à l'écrit qu'ils sont en vidéo. Fait qu'il faut que tu aies un certain charisme aussi. Il faut que les gens sentent que tu leur parles à eux directement. Puis que... Fait que... Pierre Fuglia est décédé il n'y a pas longtemps. Puis il y a eu un raz-de-marée de journalistes, de gens, évidemment, une grosse vague d'amour. Mais beaucoup de journalistes qui ont dit... C'est un petit peu lui qui m'a donné le goût de faire ce métier-là, cette prose-là. Y a-tu quelqu'un, toi, qui t'a donné le goût de faire ce job-là? Des gens qui étaient un peu des modèles, qui t'ont inspiré à... Qui m'ont donné le goût, je sais pas s'il y en a qui m'ont donné le goût. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, tout le monde connaissait Foglia, tout le monde connaissait Régent. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, Régent Tremblay, là, tu sais, c'était comme sommité, là, tu sais. Puis ils ont eu leur bataille, Foglia Tremblay. Oui. Puis c'est drôle parce que là, tu finis par les connaître, mais j'ai jamais rencontré Foglia, mais j'ai rencontré Régent souvent. Tu sais, on a travaillé ensemble aussi, évidemment, au journal, quand il était au journal. Tu sais, avec Albert Ladouceur aussi, qui était le... Je pense que, tu sais... Je sais pas s'il y en a qui m'ont donné le goût de faire le métier, mais je pense que le meilleur mentor que j'ai eu, c'est Albert Ladouceur aussi quand je suis arrivé au journal. Tu sais, Albert, c'était comme... Il était à Québec, là, à Montréal? Il était à Québec, il est décédé. Il est décédé en 2015. OK, je l'ai pas connu, lui. Mais tu sais, c'était une sommité, puis c'était un des derniers qui avait couvert les Nordiques. Qui travaillait encore, tu sais, fait que c'était comme l'espèce de doyen de la place, puis tu sais, moi je rentrais, puis t'avais un conseil à demander à quelqu'un, évidemment, tu le demandes à Albert, il a tout vécu, il a tout fait, là, tu sais, fait que c'était vraiment un puis il était vraiment, tu sais, super fin, puis super, je me reconnaissais beaucoup là-dedans parce que il avait 61 ans, 62 ans, puis il était encore stressé comme s'il avait 20 ans quand il était sur la route. C'était comme il prenait ça tellement à cœur qu'il voulait tellement que ce soit bon, même encore. Sa crédibilité était faite, son nom était fait, il n'y avait plus besoin de ça. Puis quand il partait, il était nerveux parce qu'il voulait que ce soit bon. Puis il était vraiment perfectionniste. Puis c'était vraiment, vraiment un beau modèle. C'est ça, puis le cancer, il partait à la retraite, puis il a pogné le cancer pas dire n'importe quoi, je pense que c'est le cancer du pancréas. Puis ça a été super fulgurant, puis il est décédé en 2015. Mais lui, ça a vraiment été une grosse perte dans la salle de rédaction parce que c'était le cœur. C'était le cœur de la section. C'était le gars qui avait couvert les Nordiques, qui connaissait, qui avait tous les contacts. Quand tu cherchais un numéro de téléphone, t'appelais Albert, il l'avait, c'est sûr. Là. Fait que là, après ça, ça a été comme une espèce de transition après ça de savoir, tu sais, il n'y avait plus de chroniqueur au journal. Fait que ça a vraiment été un bon mentor, lui. Albert Ladouceur. T'as-tu été un gros lecteur de prose sportive en grandissant? Ben moi, c'est drôle parce que je lisais... Tu sais, j'ai lu le Journal de Québec toute ma jeunesse parce que mon père était abonné au Journal de Québec, mon grand-père était abonné au Journal de Québec. C'était des grands fans de sport aussi. Fait que tu sais, je faisais partie de ceux-là qui ouvraient la section, tu sais, le typique gars qui couvrait la section des sports en premier, là, qui fait son journal à l'envers, qui allait voir, tu sais, comme je te parlais de Forsberg, chaque fois que j'allais voir j'allais chez mon grand-père, je me souviens, j'ouvrais le journal à l'envers, puis je regardais dans les pages de statistiques, qui était où dans les scores. C'était comme notre façon de savoir, il était où dans le classement des scoreurs de la Ligue. Là. Il n'y avait pas Internet à ce moment-là, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai grandi là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai grandi avec le Journal de Québec. Fait que, tu sais, de rentrer au journal, ça a été comme quelque chose de vraiment spécial aussi, là, tu sais, de rentrer au journal que mon grand-père lisait, que mon père lisait.
C'était-tu ta job de rêve, travailler au journal? C'était pas ma job de rêve, non. Non? Non, parce que, en fait, c'est drôle parce que moi, j'ai étudié à Jonquière, en ATM. Ouais. Puis, moi, je voulais faire de la télé. Ah Moi, ouais? je voulais travailler à RDS. Tu sais, Ah ouais? ma job de rêve, moi, ça aurait été de couvrir le Canadien pour RDS. OK. D'être à la télé. Puis quand j'ai fini mon cours en ATM, puis j'ai eu un stage à RDS de 5 semaines. Puis après le stage, il n'y avait pas de place. Fait que je suis parti. Puis quand j'étais à Jonquière, j'avais été pigiste pour le Journal de Québec. Je couvrais Saguenay-Chicoutimi de Richard Martel. Premier coach que j'ai couvert, c'est Richard Martel. Baptême de feu. Incroyable. Je me souviens encore, là, la première fois que j'ai rentré. La première fois que j'ai couvert, parce que dans le fond, ma job, moi, c'était de couvrir des pratiques puis faire des résumés de matchs pour le journal. Puis ça, c'est des petits textes. C'est juste parce que le journal est publié au Saguenay aussi. Puis, tu sais, Richard, c'était comme figure emblématique du Saguenay, mais aussi comme le gars le plus intimidant que tu auras jamais vu de ta vie, là. Puis là, moi, je suis un petit gars de 18-19 ans. Pour vrai, j'ai encore l'image de moi qui veut aller couvrir. En fait, c'était pas une pratique. J'avais comme c'était une journée off de pratique cette journée-là. Puis je savais qu'il était disponible, mettons, à 1 heure pour me rencontrer. Fait. Là, j'arrivais dans l'aréna. Puis là, j'étais arrivé devant l'aréna. Puis là, je faisais des tours de char. Puis là, je me répétais dans ma tête les questions que je voulais poser. Puis j'étais dans le stationnement. Puis là, je voulais. Puis là, je m'étais stationné. Puis là, je me suis fait, tu sais, OK, let's go. Là, j'étais rentré. Puis là, j'étais rentré dans le bureau, puis il était assis de même. Là, tu sais. Là, il me regardait avec son espèce d'air un peu condescendant. Tu sais. Puis là, j'étais comme « Bonjour, M. Martel, Kevin Dubé. » Là, je serre la main, puis tu sais, petite main molle de même, là, tu sais. Là, hey, je voulais fondre. Puis là, toutes les questions que je posais, tu sais, j'avais l'impression qu'il me regardait de même en voulant dire comme « T'es qui, toi? » Tu sais, puis là, ça s'était passé correct. Puis là, après ça, j'en avais parlé avec d'autres collègues qui m'avaient dit « Fais-toi-en pas, il fait ça avec tout le monde. » C'était une espèce de... C'était sa façon de voir si t'étais capable de dealer avec la... S'il pouvait t'intimider. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais c'était comme... C'était un test. Il était tellement intimidant. Puis après ça avait bien été. On avait eu... Ça avait bien roulé, puis... j'y ai reparlé souvent par après comme député, puis aussi il avait été commissaire de la Ligue nord-américaine de hockey, il était devenu commissaire pendant 1 an ou 2, puis on s'était reparlé souvent. Mais c'est ça, fait que tout ça pour revenir au fait que j'avais fait mon stage RDS, j'étais parti, puis entre-temps, ça avait bien tombé parce que après mon stage, on avait, avec une couple de finisseurs d'ATM, on avait pitché un projet au quotidien qui est le journal local du Saguenay. On allait en Islande, puis on avait comme proposé des reportages, des genres de... On avait trouvé des angles qui pouvaient communs entre le Saguenay puis l'Islande. Puis, c'est qui la Bjork du Saguenay? Mais tu sais, genre... L'équipe des méchants dans Mighty Ducks, by the way, c'était l'Islande. Oh, c'est vrai. C'est vrai. Vas-y, t'allais dire. Puis, tu sais, T'allais dire genre... Exemple, Jean Tremblay, c'était le maire de Saguenay à ce moment-là. Puis, tu sais, lui, c'était comme de la prière avant l'Assemblée. Puis tout ça. Fait qu'on a... Puis en Islande, l'État et l'Église sont intimement liés. Là, tu sais, c'est comme... Tout est ensemble. Fait qu'on avait fait des liens comme ça. Fait que j'étais parti 3 semaines avec des amis. Puis on est allé faire notre voyage de fou. Puis on avait fait en plus des reportages. Ça, c'était au cégep. Cégep. Après le cégep, en fait. On finissait. Puis c'était juste... C'est de la pige, en fait. On avait juste comme... eu cette idée-là. On avait fait des soirées au bar à l'époque pour ramasser de l'argent pour notre voyage. Puis, ça avait été vraiment le fun. Puis en revenant, le gars qui m'avait engagé comme pigiste au journal, il m'a dit hey, « Tu peux-tu rentrer pour l'été? On aurait besoin de toi faire un peu de web. » Dans le fond, ma job, c'était d'être webmaster. Je mettais les textes en ligne, puis c'était tout ça. Puis, en août, ça va être fini. On n'aura plus besoin de toi. Parfait. Fait que j'étais rentré en août, en juin. Puis là, au mois d'août, il y a un journaliste au sport qui s'était fait tasser. Fait qu'il m'a dit « Tu peux-tu continuer un peu? » Juste comme... Je voyais que j'étais peut-être pas la solution, mais il y avait besoin de quelqu'un là. Fait que je suis rentré. Puis finalement, je suis jamais reparti. Puis honnêtement, je voulais faire de la télé. Puis en travaillant avec des gars qui font de la télé, je réalise que je suis pas mal mieux à l'écrit. J'aime mieux ça. J'aime mieux la liberté que ça te donne. Tu sais, d'avoir pas des confessions, mais d'avoir une discussion plus spontanée avec quelqu'un, c'est vraiment le plus facile quand t'as juste ton calepin-note ou ton cell qui est là puis qui enregistre quand t'as la caméra d'en face. Mm-hmm. Souvent, il y a beaucoup de gens, quand t'as la caméra, ils se souviennent qu'ils sont avec un journaliste puis qu'ils vont faire attention à ce qu'ils disent puis c'est pas naturel. Tandis que, je peux partir n'importe où, moi, avec mon calepin, mon cell puis aller faire des entrevues. Puis fait que c'est beaucoup plus...
t'as plus de liberté, c'est moins lourd aussi. Là. La télé, c'est très lourd. C'est comme, tu sois bien habillé, maquillé, toute la patente. Là. Fait que, Par exemple, un Gascon avec sa boîte de pommes. ah ouais. Ouais. En plus, les petits bien peignés. Ah puis, oui, la coiffe. ouais. Fait que c'est ça. Fait que je te dirais, je sais pas si je fais ma job de rêve en ce moment, mais je suis pas loin. Là, puis moi, quand j'étais jeune, je voulais, mon rêve, c'était de couvrir le mondial junior. Je tripais là-dessus quand j'étais jeune. Puis les repêchages, j'ai toujours été un fan de repêchage. À plusieurs reprises. Ouais, c'est ça. Fait que, tu l'as fait. Écoute, parce que là, c'est drôle parce que j'étais comme le World Juniors, il t'en est arrivé des affaires au World Juniors. Je sais pas par où commencer. Je sais même pas si tu te souviens de ça, la fois où il y a un agent de sécurité avec lequel Steph Leroux a failli se pogner. Non. Ça, tu te souviens pas de ça? D'un agent de sécurité avec Steph Leroux a failli se pogner. Ah, mais ça, c'est un petit peu. C'est-tu. Mais ça, c'est ça, c'était en Tchéquie, ça. À Ostrava, mais c'est pas moi qui étais là. Non, c'était pas toi. Okay. Non. Ah, je me souviens de. Écoute, je me souviens de Steph qui s'est pogné avec beaucoup de gens. Beaucoup de respect pour Steph, d'ailleurs. Je l'adore. Un ami du podcast. C'est vraiment un... C'est vraiment... Moi, je l'aime beaucoup, puis j'ai toujours beaucoup de fun avec. C'est un gars qui a du caractère. Mais je me souviens, du nombre de relationnistes qui se sont pognés avec lui pendant les camps d'équipe Canada Junior. Je les compte même plus. Puis ça aussi, j'ai beaucoup de respect pour ça parce que Steph, c'est un gars qui sait c'est no bullshit avec Steph Leroux. S'il aime pas quelque chose, il va te le dire. Puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, il va te le dire aussi. Pas toujours avec les bons termes, mais le message passe. Mais Steph, je me souviens pas. Je me souviens d'une histoire que je me suis fait raconter souvent là, où il était allé. En tout cas, il était allé visiter... quelque chose en Tchéquie, puis c'était pas un agent de sécurité, mais... Ah, c'était pas toi, OK. Non. Il y en a d'autres, par exemple, que c'est toi, très certainement. Ottawa, ascenseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mon Dieu. Une histoire pour les claustrophobes, ça. Ah, ouais. C'est Guillaume Lepage, sûrement, qui t'a parlé de ça? Absolument. On le salue. Ouais. Il était avec toi, c'est pour ça. Il était avec moi. Ah, j'étais avec Nick Landry aussi, Nicolas Landry de du RDS.ca. Puis match, je me souviens pas c'était une game importante. Je pense que je me demande même si c'était pas le dernier match du Canada qu'ils ont perdu contre la Tchéquie en quart de finale. C'était une grosse game. Puis on est sur la galerie de presse en haut. Match fini. Ramasse nos affaires. Puis on s'en va, on rentre dans l'ascenseur. Porte ferme. Puis oui. Puis là, on est, pour vrai, là, on est 30 dans l'ascenseur. Mais l'ascenseur, pour qu'il rentre 30 personnes. Ah, c'est un gros ascenseur. Okay, là. Ouais, c'est un mais gros. Quand même. Okay. Mais on est quand même pognés. Là. On est... Puis là, l'ascenseur ferme, puis il n'y a plus rien qui se passe. Puis là, on pèse sur le piton pour ouvrir la porte ouvre pas. Fait que là, je suis pas claustrophobe, mais j'ai compris c'était quoi le light. Là, t'sais. Parce que là, t'es pogné, puis là, au début, c'est dur de pas paniquer parce que là, il y a 30 personnes, t'es squeezé de même, il fait chaud. Puis là, tu sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Fait que là, on pèse sur le piton de la sécurité. Puis là, il y a un agent de sécurité qui nous dit « Ouais, parfait, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire. » Puis là, on se dit « Ça va prendre 3 minutes. Il va arriver, il va ouvrir la porte. On va sortir. » Là, c'est comme 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Là, il y a une madame, 70 ans à peu près. Puis là, on la voit, là, puis là, elle file pas. Puis là, elle se met à shaker. Puis là elle est comme en panique. Fait que là, elle se couche à terre. Puis là, elle se met à shaker. Tu sais, là, on est comme, elle va-tu faire une crise cardiaque? Là, c'est comme, tout le monde essaie de rester calme parce que t'es 30 dans l'ascenseur, mais tout le monde panique en dedans, là. Fait que là, je me souviens que Nick Landry a appelé le 911. Il a fait le 911. Il dit, on est au Air Canada, pas Air Canada Center, mais au Canadian Tire Center. On est pogné dans l'ascenseur. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous arranger? Là, la répartitrice a dit, à quelle adresse? C'est comme, non, je sais pas à quelle adresse. On est au Canada. Là, c'est comme, tu sais, l'espèce de... Puis là, la madame est à terre. Il y a du monde qui met de l'eau dans le cou, qui donne de l'eau un peu. Puis là, elle est en train de perdre connaissance. Là, on appelle à l'agent de sécurité qui nous dit « Oui, ce sera pas long, il y a quelqu'un qui s'en vient. » tu sais. Donc là, maintenant, on fait comme, regarde, on aurait dû le faire avant, mais pourquoi ça doit faire une demi-heure, 35 minutes qu'on est dans l'ascenseur. Il doit faire 40 dans l'ascenseur. Pour vrai, tout le monde est chaud. Il fait chaud, on sue. Puis là, on fait comme, regarde, on va essayer d'ouvrir la porte. Là. Rendu là, Fait que là, on essaie avec nos mains, mais c'est pas évident. Je sais pas si t'as déjà essayé d'ouvrir la porte d'un ascenseur avec tes mains, c'est vraiment tough. Là, il y a une madame, à un moment donné, elle me donne un truc en plastique. Là, je me souviens même plus c'était quoi. Fait que là, je dis au gars, comme 2 gars, je dis, pognez-vous chacun de votre bord, puis tirez. Puis moi, je vais essayer de rentrer le truc de plastique dedans. Fait que là, il tire. À un moment donné, il y a comme une petite ouverture. J'ai réussi à le rentrer, je tourne, puis là, la porte, elle rouvre, là, on sort. Non! Puis là, l'agent de sécurité, il sort de son bureau.
Puis là, il est comme, qu'est-ce que vous faites, mec? Voyons, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 35 minutes qu'on vous demande de venir nous aider, alors qu'on pouvait juste comme ouvrir la porte de même. Puis là, Guillaume, tu sais, Guillaume, tu le connais un peu, là, c'est un gars super calme, posé. Il a pété une coche à l'erreur. What the fuck were you doing? On est descendu en bas, on a manqué tous les points de presse avec Team Canada. Fait que là, heureusement, on avait des collègues qui avaient réussi à descendre, qui ont été super fins, qui nous ont donné l'audio pour qu'on puisse écrire nos affaires, tu sais, mais ça a été... Puis là, après ça, tout le reste du tournoi, on était stressé au bout de rentrer dans l'ascenseur à chaque fois. Là. Puis même, pour vrai, encore, j'ai pas PTSD, mais à chaque fois que je rentre dans un ascenseur, honnêtement, j'ai comme l'espèce de petit feeling de bon, ça va être correct. Ça, c'était... Oh non, c'était pas un... Mais t'as été le héros. Ben, j'ai été celui qui a réussi à rentrer le truc de plastique dans le... C'est-tu parce que ça a donné que t'étais celui en face de la porte? Ça a donné de même. Wow. En fait, je pense... Non, même pas. C'est juste qu'à un moment donné, on a décidé une couple de gars, tu sais, de faire comme là, on essaie-tu de l'ouvrir? Qui sont les leaders? Puis ça a donné que j'étais à côté de la dame qui avait le truc en plastique. Fait que je l'ai pogné. Puis j'ai dit comme, let's go, on l'essaye. Puis on a ouvert. Mais c'était... Donc, à la question, comment ouvrir une porte d'ascenseur barrée, de rentrer un truc en plastique, Exactement. ça ouvre? Oui. Ça marche? C'est une affaire assez épais en plus parce que mettons, une affaire mince, ça aurait pété, là. Fait que ça prend quelque chose d'assez solide. Clac! En tout cas. Tabarouette. Ça fait un peu film américain, gars pogné pendant un an et demi, qui est pas le fun. Ouais, vraiment. Oh, attention, petite pause de l'épisode pour que je vous parle un instant, les amis. Vous le savez, la vie est tellement courte. On a des rêves, des fois on fait « Ah, j'aurais dû. » Vous avez peut-être toujours rêvé de faire un voyage de hockey avec vos amis, hein, en Europe, aux États-Unis, au Canada, peu importe. Eh bien, ça tombe bien parce que notre partenaire pour la saison 10 de Dress sur le Tape, Destination Hockey, est une compagnie québécoise qui se spécialise dans les voyages organisés de hockey. Ben oui, mais t'as dit! Bon! Il s'occupe de toutes ses clés en main, hébergement, avion, touristes. Vous avez un guide personnalisé avec vous qui vous suit tout au long du voyage, qui s'occupe d'absolument tout pour que vous tripiez, preniez une bière et chillez avec vos amis. Expérience hockey, tourisme humaine exceptionnelle. Ils ont déjà plus d'une 30aine de destinations à leur actif. Peut-être qu'il y a une autre ville que vous voulez, vous pouvez les suggérer. Ils sont ouverts à tout. Ils font un voyage sur mesure pour vous. Oui, vous dites, ouais, mais c'est un rêve éveillé. Destinationhockey.ca, destination au pluriel avec un S à la fin. Destinationhockey.ca. Allez checker ça et vous pouvez tout de suite identifier peut-être la destination pour votre prochain voyage de hockey. Un voyage de rêve signé destinationhockey.ca. OK. De retour à l'épisode. World Juniors d'Halifax. Ouais. À la base, t'étais pas supposé boire. Avec quelles conditions arrivais-tu au... J'avais fait une commotion... Blessure au haut du corps, ça, j'allais dire. Commotion cérébrale au hockey. Je peux pas croire que je vais raconter ça. Commotion cérébrale au hockey, puis j'avais été magané quand même pas mal. C'est arrivé comme je pense que c'était arrivé le 12 décembre, juste avant les fêtes. Puis le tournoi commençait genre c'est le 26. Fait que puis avant ça, c'était le temps des fêtes. Puis moi, j'ai 2 enfants aussi. J'avais 2 gens qui étaient encore plus jeunes à l'époque. Fait que là, je pouvais pas tant me reposer. Là, c'était il y a beaucoup de bruit dans la maison. En tout cas, ça avait été compliqué. Puis le temps des fêtes avait été rough. Il fallait que j'aille me coucher, mettons. Souvent, il fallait que j'aille faire des siestes l'après-midi parce que j'étais fatigué, j'avais mal aux yeux, j'avais mal à la tête. Puis, un beau moment. Ah ouais, non, ça avait été vraiment, vraiment compliqué. Puis là, j'étais arrivé, là, j'étais comme, je fais quoi? Je vais-tu pas? Puis j'avais décidé d'y aller quand même. Puis j'étais arrivé, puis là, la première soirée, Guillaume, c'est pas une bonne influence. Puis il me dit, viens donc, prendre une bière. Puis finalement, on était allé le premier soir prendre une bière. Puis là, j'en avais pris une, puis c'était correct. Puis là, même, les matchs, le premier match, je l'avais couvert avec des lunettes fumées parce que le flash de la glace Puis c'est ça. Finalement, une couple de soirées plus tard, c'était le jour de l'an. Puis là, j'avais dit non, je peux pas, je vais faire attention. Puis on dit, ah ouais, donc, puis finalement, on s'était couché à 3h du matin, puis on avait pris une coupe de bière, puis ça avait été correct, puis j'avais réussi à faire le tournoi après. Mais non, il m'avait. C'est ce qui t'a guéri. Ouais. T'as même sorti avec Scott Wheeler. C'est drôle, le gars d'athlétique. C'était drôle parce que, moi, je les ai croisés, ces gars-là. Je les lisais, mais je les ai croisés au draft les dernières années qu'on est allé. Puis, c'était drôle de croiser lui puis Prodman que tu vois juste par écrit. Puis, t'es comme, le donjon dragon du hockey. C'est comme. Mais Scott, il est tellement. Tu sais, Corey, je le connais un peu moins parce que lui, il est un. Puis,
est un petit peu plus renfermé. Là, c'est vraiment un gars de... Je comprends pourquoi il est bon dans ce qu'il fait. Parce qu'il est vraiment doit être sur le spectre, probablement. Probablement un peu, là, mais il est très dans sa tête. Puis je le croise à tous les événements. Puis il se souvient jamais de moi. Là, c'est comme, mais Scott, j'ai appris à le connaître, surtout à Halifax. On a eu vraiment beaucoup de fun avec lui. Puis Guillaume, puis Josh Clipperton de la presse canadienne, qui est un animal dans tous les sens du terme. Il est mort. C'est ça. Mais Scott, c'est vraiment gentil. Il a l'air d'un petit nerd, là, tu sais. Vraiment. Je l'ai croisé à Vegas, à Nashville aussi, là, mais j'ai croisé à Vegas, puis il était en train de parler avec Harpun Bassou, tu sais. Puis comment salut Harpun? Puis je sais même pas si je savais que c'était lui, Scott Wheeler. Puis il est comme, c'est Scott. Puis je suis comme, ok, c'est toi. Puis genre, je vois quoi, Harpun qui est comme, qui dit à Scott, ouais, ce gars-là, t'es son idole. Puis je suis genre, ben là, tu sais, genre, je le connais pas tant que ça. Je le lis pas tant que ça. Je suis comme, j'apprécie son travail, mais là, tu me mets dans une drôle de position, Harpun. Mais il est vraiment populaire, Scott, en plus. Il y a vraiment beaucoup de monde qui le lit et qui l'aime. Oui. À Ottawa, avant le tournoi, je me souviens, il y avait comme une espèce de petite réception de médias avant le début du tournoi. Puis il y a un gars de l'organisation qui était là. Puis moi, j'étais avec Guillaume, puis avec Scott, puis avec Josh encore. Puis le gars, il vient voir Scott, puis il fait comme, « Are you Scott Wheeler? » Puis là, il dit oui. Puis là, il se met à parler avec, mais comme, il l'a entretenu pendant une heure et demie de temps. Puis tu sais, Scott était comme, des fois, il nous regardait avant, tu sais, comme, il faisait juste comme, il posait des questions, puis il parlait, puis il était comme, c'est Scott Wheeler, puis il parlait aussi, c'est Scott Wheeler, puis genre, il est vraiment, tu sais, puis il est très bon dans ce qu'il fait, Scott aussi. Ben oui, mais c'est une talle de passionnés. C'est comme, c'est pas que je pense pas que tu suis à moitié ça. C'est comme les gens qui suivent ça. Moi, je ferais pas ce qu'ils font, là. Vraiment pas. Là. C'est de regarder des games. C'est pas juste de regarder des games, c'est de regarder des games sur ton ordinateur. T'sais, ils voyagent beaucoup, c'est le fun. Les gars, ils vont au championnat des moins de 18 ans chaque année, World Juniors, ils font. Mais ils font aussi beaucoup de vidéos là, de games là, de la Ligue junior de la République tchèque, là, puis qui regardent ça sur leur ordinateur. Puis c'est beaucoup de travail. Ouais. Là, puis le voyagement, c'est aussi un autre... C'est le fun, mais ça peut aussi devenir... oui, vraiment. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué de... Tu sais, quand avec Charles, on se rendait au draft, nous, c'est un peu funny, c'est une parenthèse de notre vie. On est humoriste, fait que c'est comme un petit trip avec le podcast. Mais là, pour moi, c'était comme un micro échantillon de la vie des gars. Tu sais, quand je vois Guillaume Charles Lepage, puis... Crime qui était sur une run de 28 jours quand je le croise, je suis comme, OK, fait que ça fait un mois que t'es pas chez vous. Puis on s'entend, là, il est pas dans le groupe à Taylor Swift. Dans le sens, c'est pas genre le glamour, c'est comme t'es dans des hôtels, puis tu réécris des textes, tu t'envoies des trucs. T'écris des textes où tu finis des games des fois dans le sous-sol de l'aréna à pas regarder la fin de la game parce qu'il faut que tu finisses ton texte, puis des fois de descendre, c'est long parce que tu sais, souvent, mettons, tu pars 5-6 minutes avant la fin de la game, tu descends en bas parce que il y a trop de monde en avant de l'ascenseur puis tu veux pas arriver en retard. Fait que là, tu descends en bas puis tu commences à écrire ton texte dans le sous-sol de l'aréna pendant que la game se finit. Tu vois pas la fin de la game. C'est le fun, là. C'est pas ça que je dis, là, mais c'est oui. Puis surtout ces gars-là, encore mieux. Guillaume, quand il passe ses runs de série puis comme un mois de temps à partie. Puis je sais pas si tu te souviens, l'année passée à Vegas, j'étais arrivé en retard. Et oui, en fait, les dernières années, t'es tout le temps arrivé quelque chose. Ben, ça nous aussi. Vas-y. Et attends, c'était-tu Nashville dans l'avion? Il y avait un... Nashville, Nashville avait des corrects, je pense. C'est l'année passée que... L'année passée à Vegas. Ouais. Le monsieur, dans l'avion. Cauchemar. L'année passée, c'est ça. Vegas. La gang. Je partais de Québec. Je faisais Québec-Newark, Newark-Vegas. Québec-Newark, ça va super bien. Arrive à Newark, avant ma gate, embarque dans l'avion. On est en train de faire le taxi sur la piste de décollage. Puis à un moment donné, le monsieur en arrière de moi, directement, j'entends comme une espèce de cri. Là, je me revire de bord, puis il a les yeux virés à l'envers, puis il est en convulsion. Là, tout le monde se regarde. C'est drôle parce que dans ces moments-là, tu sais pas comment tu vas réagir. Hein? Ben, c'est exactement ça, le monde a fait quand. Tu donnes paquette dans un... C'est ça. Et où la caméra? Là, mais l'hôtesse de l'air a comme compris, elle, que c'était pas une joke. Fait que là, elle est partie, mais là, elle a comme stressé tout le monde. C'est comme, stop the plane! Stop the plane! Puis là, elle s'est mise à crier. Puis là, elle est embarquée sur le monsieur. Puis là, il donnait des claques dans la face en disant, don't bite your tongue. Mange pas ta langue. Il est en train de faire un AVC, là. Fait que là, ça a été comme la panique générale. Là, tout le monde est un peu paniqué. Tu sais pas quoi faire. Là. Moi, je suis en avant du gars, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que là, l'avion se revire, on retourne à gate, puis pendant ce temps-là, le gars, il est vraiment comme en convulsion, puis il fait des genres de drôles de sons, puis c'est juste son viré à l'envers. En tout cas, là, c'est vraiment comme la panique, puis l'hôtesse de l'air est en panique aussi, puis tout le monde est un peu paniqué.
Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui se lève, vraiment relax, il part en arrière, puis il marche tranquillement, tu sais. Puis là, il arrive, puis il dit calmez-vous, tu es en train de faire un AVC. Dans 15 minutes, il va se lever, il va se réveiller, il saura plus il est où, il saura plus à quel âge. Mais même si on paniquerait, ça ne changera rien présentement, il faut juste qu'on le sorte de l'avion. Puis le gars, c'est un médecin, tu sais. Ça a comme tout calmé. Fait que là, on retourne à la gate, puis ça a pris un certain temps avant de pouvoir le sortir parce qu'il fallait qu'il amène une espèce de chaise roulante. Puis il fallait réussir à le lever. Ou en fait, il fallait attendre pour mettre des choses qui se réveillent. Il ne pouvait pas le réveiller. T'sais. Fait que là, il s'est réveillé. Il avait genre 62 ans, mais il disait qu'il avait 26 ans. Il savait pas son nom. Il savait pas fait que là, tu peux comme pas le retrouver. Tes bagages sont où? Fait que là, en tout cas, il a réussi à le sortir de l'avion. Là, ça a pris comme 1 heure avant de trouver sa valise dans l'avion pour pouvoir sortir sa valise. Puis qu'on reparte. Là, finalement, tout se fait. On réussit à repartir. On est sur la piste d'atterrissage. Puis ils nous disent, ben là, il y a beaucoup de trafic sur la piste de décollage. Il va falloir qu'on attende un peu. Attends. À un moment donné, il regarde et dit, là, les pilotes, ils disent, on a dépassé notre. Les autres, ils ont comme un maximum de temps qu'ils peuvent être dans l'avion. Tu sais, probablement qu'ils avaient fait un vol avant. Ils disent, on a dépassé notre temps, on ne peut plus voler. Fait qu'il faut qu'on retourne à la gate. Puis on va essayer de vous trouver un autre pilote. Mais là, il est rendu minuit. Fait qu'on sort de l'avion, cancelle le vol. Fait que là, je ne mets pas qu'une chambre d'hôtel à l'aéroport de Newark en me disant, je vais me retrouver un vol demain. T'sais. Fait que là, j'appelle c'était United. Ils me disent, on n'a pas de vol avant dans 2 jours. 2 jours, c'était le vendredi, puis le draft est vendredi. Ouais. Fait que je suis comme, ça marche pas. Fait que là, j'ai été pogné 2 jours à Newark. Je suis parti le matin à 6 h du matin de Newark. Je suis arrivé genre une couple d'heures avant le repêchage. J'ai fait ça. Je suis reparti dans le fond, c'est le vendredi, ça fait que samedi. Fait que dimanche matin, je suis reparti. Vegas, Newark. Arrivé à Newark. Vol cancellé vers Québec. Là, je suis comme, c'est pas sérieux, là. C'est une farce, là. Puis il n'y avait pas de vol. Fait que je n'ai pas pu repartir. Fait que j'ai passé une nuit à Newark. Puis je suis reparti le lendemain pour Québec. Ça a été un voyage de catastrophe. Faut jamais voyager avec toi. C'est drôle parce que là, cette année, en partant pour Los Angeles, j'étais avec Dave Lévesque, mon collègue du Journal de Montréal, qui était là. Puis il y en avait un autre. Je me suis dit, Simon-Olivier Lorange, de la presse. Ah oui, Sol. Qui était là, puis il savait ce qui était arrivé l'année passée. Il était comme, tu vas nous jinxer encore, c'est sûr, là, il va arriver quelque chose. Fait que là, on s'assoit dans l'avion. Là, il y a une fille qui s'assoit à côté de moi. Puis là, à un moment donné, elle commence à prendre le petit menu qui est dans la pochette de l'avion, puis elle commence à se mettre ça dans la face. Son ami est en arrière, puis elle dit, ça va-tu? Puis elle dit, non, je file pas bien, ça marche pas en tout. Là, puis là, je la vois, moi, puis là, elle est blanche, puis elle sue, puis je suis comme, c'est pas vrai, c'est comme, c'est ça, c'est une joke. Là. Puis là, Monet a dit à l'hôtesse, elle dit, je file pas, je vais être malade. Là. Ça fait pas. Puis là, elle dit, OK, mais voulez-vous qu'on revire l'avion? Parce qu'on est en train de rouler encore une fois pour aller décoller. Fait que là, elle dit, non, ça va. Là, Monet, elle pogne le petit sac en papier, elle se met à vomir dans le sac. Là, moi, je suis couloir, tu sais. Fait que là, je me demande, je me dis, il faut juste pas qu'elle se mette à vomir partout puis qu'on en reçoive tout dessus. Fait que là, je fais juste comme essayer de contrôler, puis on a tous nos petits menus, puis on y fait du vent, pour, tu sais. Les geishas de la fille malade. C'est ça. Fait que là, un moment donné, puis elle vomit solide. On prend tous nos petits sacs, puis on lui donne nos petits sacs en papier, puis là, un moment donné, elle fait signe à l'hôtesse de l'air, elle dit, là, je peux pas, faut qu'on revire de bord, là, faut que je sorte. Là, je suis comme, c'est pas vrai. Là, les gars, ils me textent, sont comme, c'est ta faute encore. Puis la fille est à côté de moi, là, tu sais. Puis ils sont jamais dans l'avion, ils sont à côté de toi. En arrière ou à côté. C'est vraiment toi à cause de toi. Je pense que oui. Je l'ai pris personnel, celle-là, pour vrai. Puis là, on repart, on sort, puis là, la fille, elle s'en va. Puis là, je fais comme, c'est sûr et certain, encore une fois, ça va être annulé. Puis finalement, heureusement, là, on a réussi à redécoller. On est parti comme avec 2 heures de retard, mais au moins, on a réussi à décoller pour aller. Puis le vol de retour a été correct aussi. Là. Fait que, on est revenu en Sidou, finalement. c'est ça. C'était comment t'as trouvé ça à LA? Nous, on a fait un live pendant. Puis tu parlais tantôt du légendaire manque de tact de Stéphane. On y a parlé en live, parce que sur le live. Puis comment ça se passe à... Première question, comment ça se passe à LA? Stéphane lui a dit, c'est une catastrophe! Ah ouais. Comment t'as vécu? J'ai tout détesté aussi. Là. J'ai tout détesté, sans exception. Mais heureusement, c'est reconduit cette année. Exact. Puis quelle surprise! Mais j'ai beaucoup de misère avec ça. Puis ce que je trouve plate là-dedans, tu sais, Vegas, c'était là. Ouais. C'était incroyable. Ouais, c'était le meilleur repêchage. Tu sais, j'en ai fait, mettons, je les ai toutes faites depuis 2013, je pense. C'était de loin le meilleur. Puis ceux qui en ont fait plus que moi, Steph, là, il disait aussi, il n'y a rien qui va battre Vegas là, dans ce faire. C'est sûr que ça a dû coûter beaucoup d'argent. Mais
sais, la NHL, c'est supposé être un show à la base. Là. Ouais, puis c'est un coup de pub, tu sais, je veux dire, comme. Moi, ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que j'ai l'impression qu'on oublie un petit peu le fait que c'est supposé être un show, puis il faut que tu le fasses pour tes partisans aussi. Là. Pour la télé, moi, je l'ai pas regardé à la télé, ça a l'air qu'à la télé, c'était catastrophique aussi. Là. Ben nous, on était comme à moitié en mute avec le live, mais c'est parce qu'en fait, c'est que tous les stunts ont pas marché. C'était genre, il y avait des problèmes techniques. Puis les stunts étaient malaisants aussi. Ben Chez Weber, sur un terrain de golf, fait qu'ils sont ciel de même, tout pixelisé, puis ça shake de même. Le classique, c'est le gars qui était repêché par les. Je pense que c'est Eiserman, là, qui a parlé, en tout cas, le gars par Boston. Ah ouais, ben pas Eiserman, en tout cas. Non, Don Sweeney. Ouais, exact. James Higgins. Exact, Higgins, je pensais à Eiserman. James Higgins, puis c'était comme. Qu'est-ce que vous avez à dire? Puis la table des gars de 109 ans qui sont comme. On n'a pas. Puis lui, il essaie de combler le blanc, il disait Thanks for drafting me, guys. Avec genre, tout ça, c'était malade. Puis la deuxième journée, puis tu sais, je pense que les gens s'en foutent de la poutine des journalistes, puis de ce qu'on vit dans notre job, ils s'en sacent, mais pour nous, c'était vraiment catastrophique parce que tout était mal organisé. Puis tu sais, la deuxième journée, la majorité des joueurs n'étaient pas là. Souvent, les équipes avaient comme décidé de donner les joueurs qui étaient repêchés à leur beatwriter en Zoom avant ceux qui étaient sur place. Fait que nous autres, il fallait attendre qu'il ait fait son entrevue avec les gens qui s'étaient même pas déplacés. Ça avait été une journée interminable. Fait que ça a vraiment... Le show était pourri, moi j'ai trouvé. Là. Le spectacle était vraiment pas bon. C'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. C'est déjà long quand il va. C'est déjà très long. C'est déjà plus que 3 heures, 3 heures et demie. Là, c'était 4 heures et demie. Puis tu sais, le faux suspense, tout le monde savait que Noah Dobson allait être échangé à Montréal. Oui. Puis là, tu commences le 3 minutes, puis tu roules le 3 minutes au complet du 16e choix du Canadien avant que, we have a trade to announce. Ben non, on le sait, let's go. Lugan s'attend à balle. Oui, let's go. Il est venu pour rien déjà. Fait que tu sais, en tout cas, non, j'ai vraiment tout détesté. Là. Pourquoi il le ramène? Ben, c'est une question de... C'est les DG qui ont décidé. Je pense que pour eux, c'est plus simple. Parce qu'ils font quand même venir leur scout à la maison, mais moi, c'est ça. L'argument de l'argent, j'ai jamais acheté ça. Là, parce que tu les amènes à Vegas ou que tu les amènes à Edmonton, il faut quand même que tu les fly toutes pareil dans ton marché. Mais je pense que c'est plus simple pour eux autres. De ce que des gens des recruteurs m'ont expliqué aussi, c'est que il y a eu beaucoup de bugs logistiques dans les derniers repêchages aussi. Le Wi-Fi marchait à moitié pas. Je sais pas si vous autres avez eu des problèmes. Nashville, ça avait été une catastrophe. C'est ça, je veux dire. Les vols, Nashville, ça avait été super compliqué aussi. Les vols à Nashville, il y a plein de monde qui avait été... moi, nous, on avait pris un Uber de New York à Philly parce que notre vol était annulé. Charles, ça n'a pas marché. Fait que Charles a dormi à Philly. Il est arrivé le lendemain. Ça avait été pour tout le monde. C'est ça. Il y a plein de monde que ça avait été ça. Fait que, mais c'était qu'on dirait que cette année-là, particulièrement, c'est pas normal que le Wi-Fi ne marche pas. Là. Non. Je me souviens, nous, c'est devenu un running gag dans notre life parce que Charles courait après le gars qui était le responsable. C'était un Asiatique avec une mèche bleue. Fait que là, c'est devenu un des personnages. Il y a eu plein de mimes là-dessus parce que c'était comme, mais comment ça c'est qu'on... Je pense que les insiders avaient fait des tweets de jokes. Non, c'était une catastrophe. Fait que ça, c'est pas normal. Ça, mais en fait, je te dis que j'ai tout détesté, c'est faux. Le Wi-Fi fonctionnait à Los Angeles. On n'a eu aucun problème de Wi-Fi. Tu vois. Il n'y avait pas un média sur place, il n'y avait personne. Non. Même c'est ça, j'ai vu Chantal McKevitt l'autre jour, j'ai dit, t'es allé à LA, elle dit, ouais, je suis comme, puis elle était comme, ben, les joueurs n'étaient pas là. J'étais comme, j'avoue. C'est ça. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun joueur. Je pense qu'il n'y a aucun espoir du Canadien qui était sur place, aucun espoir repêché par le Canadien qui était sur place. Les gars du Québec, il y avait Justin Carbonneau, il y avait Bill Zonon, puis Caleb Desnoyers qui était en première ronde. Puis le lendemain, il y en avait comme 2 ou 3 autres. Fait qu'il y avait comme 6 gars du Québec qui étaient là. Fait que. Toi, tu as suivi un peu les coulisses de Justin? Ouais. Comment ça s'est passé? Raconte-moi un peu à quoi tu as eu accès, que tu peut-être pas accès d'habitude. Vraiment le fun. C'est vraiment un bon Jack. Là. Apparemment. D'ailleurs, il s'entraîne à Québec. Ouais. C'est un gars de Saint-Romuald, c'est un gars qui vient d'à côté de chez nous. Fait que, il y a comme. Ses parents étaient peut-être un petit peu réticents au début à se demander, il va-tu rentrer dans notre bulle, puis ci, puis ça. Puis là, je les avais rencontrés avant, puis on était à la même école secondaire. J'étais à la même école secondaire que ses parents, puis on dirait que le lien s'est fait super facilement après. Puis c'est vraiment des gens super gentils aussi. Fait que, moi, ce que j'avais demandé à Olivier Fortier, qui est l'agent de Justin, c'est j'aimerais ça qu'on puisse détailler du mieux possible comment ces jeunes-là vivent les 2 jours qui mènent au repêchage. Comment ça marche? Y a-tu des meetings? Surtout que cette année, c'est différent. Fait que, s'il y a des entrevues avec des clubs avant, je peux-tu y assister, puis je peux-tu voir c'est quoi, puis c'est un peu ça. La première journée, je les suivais un peu. On est allés déjeuner ensemble au début, parler un peu de ce qui s'en venait. Après, il y avait une rencontre en virtuel avec... c'est drôle, ça, c'est comme... Il y avait une rencontre virtuelle avec Winnipeg, je pense, puis c'est son frère qui avait amené son ordinateur portable. Fait que là, il se connecte
il s'installe dans un petit bureau dans l'hôtel avec son ordinateur portable. Puis là, il est pas capable de se connecter sur Zoom. Fait que là, il gueule après son frère. Tu sais, ouais, l'ordi. Fait que finalement, c'est moi qui ai prêté mon ordi pour qu'il puisse faire son Zoom. Fait qu'une chance, c'était là. Ouais, c'est ça. Puis les meetings avant, puis toute la préparation, le stress avant, puis la famille est stressée, puis toute la gestion des billets, puis la gestion de la famille. Puis ça, c'est ce que je voulais, qu'on puisse illustrer un peu. Fait que c'est dur à faire à l'écrit, par exemple. C'est toujours meilleur un peu en vidéo, ça, parce que des fois, tu peux juste laisser l'image comme parler. Tandis que là, faut que tu le décrives. Tu as un certain nombre de temps, d'espace alloué à ce que tu peux écrire. Tu sais. Mais ça a été vraiment le fun. Puis ils ont été super ouverts aussi. Puis vraiment. La Ligue nationale t'a laissé avoir accès aussi? J'ai pas demandé à la Ligue nationale. C'était vraiment. Mais tu sais, j'avais pas d'accès. Par exemple, une fois qu'il a été repêché, j'avais pas accès avec lui en coulisses parce que j'avais pas ces accès-là. Mais tu sais, je suis allé les voir après à son. Il y avait comme un petit party après ça dans un petit bar à Los Angeles. Puis je suis allé là avec sa famille. Puis j'ai passé un peu de temps avec eux. Qu'est-ce que tu as vécu avec eux que tu as découvert que tu savais pas? Alors que tu as vécu tellement de repêchage, mais tu l'as vu sous d'un regard différent. Je l'avais fait avec Jacob Pelletier aussi en 2019. Puis les deux fois, ce qui me marque le plus, c'est vraiment à quel point les joueurs... je pense que les gars sont tellement préparés à ça, ils pensent tellement, puis ils l'ont déjà vécu un peu dans le junior aussi, mais ils sont tellement mindés à ça qu'ils sont pas si nerveux. C'est vraiment la famille, là. C'est des paquets de mères. Là. Je me souviens, la famille à Jacob Pelletier, là, c'était... J'étais rentré dans leur chambre, il y avait comme un petit condo à Vancouver. Puis il était comme, oh non, là, tu sais, pas toi, là, tu sais. Puis, pas le temps. Puis après ça, c'était comme excusé, on est vraiment sénère. Il était vraiment super nerveux. Puis c'était la même affaire avec la famille. Tu sais, le père à Justin, il est arrivé en bas au début. On s'était donné rendez-vous dans le lobby avant qu'il s'en aille sur le tapis. Il y avait comme un tapis rouge pour les 15 meilleurs espoirs. Puis il y avait les billets, tu sais. Puis là, il essayait des sorties pour les donner à la famille, mais il était pas capable de les prendre parce que sa main shakeait trop. Il y avait comme une enveloppe. Il essayait de rentrer sa main dans l'enveloppe, puis il était pas capable. Fait que, c'est vraiment la famille qui sont tellement nerveux. Puis c'est un moment tellement. Puis ce qui est le fun aussi, c'est de leur reparler après qu'ils aient vécu ce moment-là. Parce que là, c'est comme, c'est l'accomplissement d'une vie pour cette famille-là encore. Parce que là, tu veux pas quand tu joues, t'as joué au hockey, puis tu sais c'est quoi les sacrifices que ça prend aussi pour des parents, puis pour tout le monde dans leur hockey mineur. Puis là, ben, c'est comme ils repensent à leur jeune qui jouait au hockey dans le sous-sol avec leur gilet du Canadien puis qui disait qu'il voulait jouer dans la Ligue nationale. Puis là, ben, il est rendu là. Ça fait que ils sont comme super fiers. Puis c'est tout des vraiment beaux moments. Puis ça permet aussi de... Puis ça crée un lien, veut pas. Tu sais, Jacob Pelletier, je parle encore souvent. Puis tu sais, c'est comme c'est des liens qui sont le fun à garder aussi avec ces gars-là parce que ils le savent. Puis je pense que les joueurs de la Ligue nationale respectent ça aussi. Puis Steph, c'est un peu ça aussi. Steph Leroux, c'est qu'il a tout couvert dans le junior. Tu sais, puis... Quand il sait que tu étais là au début, là, avant qu'il soit la Big Star, tu étais là, puis tu as couvert des games de hockey junior dans des petits arénas, puis je pense qu'il respecte ça, puis ça permet de tisser des liens qui sont le fun. Est-ce qu'on sait c'est où l'année prochaine, la draft? Non. Ils n'ont pas dit ça, par exemple. Non. On sait juste que c'est... Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de médias sur place, honnêtement, à voir comment ça s'est passé. Je pense que tout le monde va le suivre à distance. On a parlé tantôt des World Juniors, chaud d'un truc à un autre, mais... Ben en fait, non, tu sais, vu qu'on parlait des prospects, on parlait des trucs, je vais te parler d'un truc. Tu avais eu une commande de ton boss il y a une couple d'années. Ben, tu me corrigeras, en fait, si je me trompe, pour faire un cahier spécial Pee-Wee dans le journal. Ouais. Parce qu'à Québec, ben, il y a le tournoi international de Pee-Wee Québec. Ouais. D'ailleurs, j'avais reçu Patrick Dom à l'époque, qui est en train de tirer sa révérence. Et tu avais fait un cahier Pee-Wee sur lequel tu faisais des portraits des jeunes joueurs Pee-Wee, puis ça avait fait un certain scandale. Parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que tu l'as vu venir aussi? En tout cas, bref, explique-moi un peu qu'est-ce qui s'était passé. On a commencé, en fait, on l'a fait pendant plusieurs années. On a commencé en 2012, je pense. C'était une idée de mon boss, Luc Grenier, au début. On cherchait une façon de promouvoir, en fait, de faire de quoi sur le tournoi Pee-Wee de façon un peu différente. Il s'est dit, pourquoi est-ce qu'on mettrait pas en place pourquoi est-ce qu'on ferait pas une équipe d'étoiles Pee-Wee, puis en même temps, ben, ça permettrait aux gens de découvrir c'est qui les meilleurs joueurs Pee-Wee au Québec, puis d'arriver avec ton petit cahier c'était le Colisée à l'époque, Colisée Pepsi, puis au Colisée, puis de faire comme, regarde, lui, il est dans le cahier, puis on va le voir à 3h30, il joue, tu sais, puis d'avoir une espèce de guideline sur c'est qui les joueurs à surveiller. Ouais. Puis lui, il était parti avec ses idées de grandeur. Il voulait qu'on fasse un camp d'entraînement, puis qu'on invite tous les joueurs du Québec. Puis c'était la grosse patente. Finalement, évidemment, ça n'a jamais marché parce que ça aurait été beaucoup trop de logistique. Mais on l'avait fait avec... Il y avait Patrick Dom dans le comité. Il y avait Yvon Huard, qui est une bible du tournoi Pee-Wee. Le gars, il
il allait dans tous les tournois de hockey mineur, il dormait dans son char. C'était comme le gars, il tripait sur le. Fait qu'il connaissait tous les joueurs, puis oui. Puis il y avait des gars qui s'occupaient de hockey d'été. En tout cas, c'était comme une espèce de comité, puis ils soumettaient des listes. Moi, je prenais les listes, puis je prenais les gars qui étaient le plus répertoriés, puis ça donnait notre liste de 12 joueurs, 12 attaquants, 6 défenseurs, 2 gardiens. Comme ça, on avait une équipe complète. Puis on l'a fait pendant la première, c'est drôle, parce que la première année, le meilleur joueur au Québec, c'était Joe Veleno. C'était genre une star, là, superstar. Là. On parle Pigou parle de 13 ans. 2012, c'est ça. C'est en 2012. Fait que... puis il y en a plein qui ont, tu sais, il y en a plein. L'année Xavier Parent, c'était comme c'est probablement le meilleur joueur PIW au Québec depuis 20 ans. Puis en tout cas, il y en a eu plein. Et on l'a fait, puis ça marchait super bien parce que, tu sais, les gens veulent pas, tu touches tu sais, les familles, ils achetaient ce cahier-là, puis c'était super populaire. Mais il y avait aussi l'envers de la médaille. On se faisait beaucoup critiquer de mettre de la pression sur des jeunes, de créer de la jalousie à travers les parents. Puis je le sentais aussi petit à petit, plus on le faisait. Ça arrivait des fois au mois de septembre que j'avais des appels de parents qui me disaient « Hey, faites-vous encore votre cahier cette année, là, mon gars, là, tel joueur, surveillez-le comme il faut. » Parce que, tu sais, fait que là, j'étais comme, là, ça commence à être un peu malsain, puis on se rendait compte que ça devenait un objectif. C'était devenu super populaire, ce cahier-là, puis ça devenait un objectif pour les jeunes dans le début de saison. Moi, je veux faire partie de ce cahier-là, tu sais. Puis, on avait été critiqué par des collègues de d'autres médias aussi qui s'étaient pas gênés de nous planter de façon assez virulente dans certains médias. Je pense que c'était l'article sur Xavier Parent, précisément, c'est ce que tu? Exactement. Il y avait eu celui sur Xavier Parent, puis il y en avait eu d'autres aussi. Un cahier pas longtemps après qu'on ait publié le cahier. Alex Prat de la presse. Qui nous avait ramassé. Qu'est-ce qu'il avait dit, puis à quoi il avait réagi? Il avait dit que... Il avait utilisé des mots assez tough, mais il me semble qu'il avait dit que c'était dégueulasse ce qu'on faisait. Puis tu sais, les termes je trouvais qu'ils étaient allés fort un peu. Là. Tu sais, je comprenais, puis même moi à ce moment-là, puis même nous à ce moment-là, à l'interne, on se posait des questions à savoir, ça vaut-tu encore la peine qu'on le fasse? T'sais, on crée-tu plus de bien que de mal là-dedans? Mais son texte c'est drôle parce que tout de suite, l'année d'après son texte, on avait arrêté de le faire, mais ça n'a vraiment aucun lien avec sa chronique. Là. C'est juste parce que la pandémie. Prends pas le mérite. Non, c'est ça. C'est la première fois que je peux le dire. Mais tu sais, c'est parce que la pandémie est arrivée, puis ça avait été plus compliqué que la pandémie parce qu'évidemment, le hockey avait été arrêté. Fait que c'était comme tough d'avoir les meilleurs joueurs. Il n'y avait pas de tournoi PIW, puis tout ça. Puis après ça, on a juste décidé de le laisser aller parce que c'était beaucoup de job aussi. Puis c'était. Mais. J'en reparle, tu sais, c'est drôle parce que je me suis toujours posé la question aussi, les joueurs qui ont fait partie de ce cahier-là, comment ils l'ont vécu, tu sais, c'est drôle parce qu'à Coupe Memorial, cette année, à Rimouski, j'avais croisé Mathieu Catafort qui faisait partie de notre cahier, puis j'y avais demandé, on s'était mis à parler de ça une soirée, on s'était croisés, puis il se souvenait que c'était moi qui faisais ce cahier-là, puis j'avais dit, tu sais, vu que t'en parles, comment t'avais vécu, tu sais, puis il dit, hey, non, moi c'était le fun, là. C'était une tape dans le dos, puis mes grands-parents, ils avaient laminé le texte, puis ça. Fait que je pense que pour les gars qui étaient dans le cahier, c'était le fun pour eux. Ça a-tu créé de la jalousie à l'interne, peut-être. Je pense que le problème, c'était beaucoup plus les parents, là, puis c'est toujours ça de toute façon, là. Fait que... J'imagine que si c'était à refaire, peut-être tu focuserais sur des histoires plus que sur faire une équipe. C'est ça qu'on fait à cette heure. Là. Même là, on le fait un petit peu plus comme c'est qui les joueurs à surveiller, mais at large, plus qu'au Québec, là, comme au monde, c'est qui les meilleurs joueurs PIW qui s'en viennent. On donne 2-3 noms sans plus. Je pense que ce qui avait choqué, puis je peux comprendre, c'est que ça avait été peut-être un petit peu mal perçu. C'est qu'au début, le cahier s'appelait « À la recherche du prochain Guy Lafleur ». Fait que là, du prochain Mario Lemieux, je me souviens pas des deux, en tout cas. Fait que là, c'est comme un comparatif. Ça mettait un comparatif. C'est comme là, fait que là, automatiquement, les gens pensaient qu'on était en train de comparer ces joueurs-là à Mario Lemieux. Ce qui n'est pas exactement le cas, mais je peux comprendre le point. Fait que quand tu te fais critiquer par un collègue, justement, mais un collègue, je veux dire, d'un autre média, mais un autre journaliste, est-ce que vous parlez après? Est-ce que vous écrivez ou vous parlez de... Moi, j'ai jamais parlé à Alexandre Pratt. Okay. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait. Là, j'ai pas de problème avec lui. Là, cette chronique-là, t'as passé de travers, évidemment, parce que veux pas, quand tu te fais critiquer. Moi, je l'avais pris personnel parce que c'était moi qui le faisais, mais je pense pas qu'il m'attaquait personnellement non plus. Là, je pense qu'il attaquait plus ce qu'on faisait. J'y ai jamais parlé. J'en ai parlé avec certains de ses collègues qui m'ont mentionné aussi qu'ils avaient été un peu mal à l'aise puis qui trouvaient qu'il était allé fort. Mais c'est correct, là, tu sais. Il a le droit d'écrire ce qu'il veut, puis tu sais, je lui en tiens pas rigueur, là, c'est bien correct. Là.
Dans ta série Froissée du monde, quel tweet concernant la ville de Rimouski as-tu posté qui a attiré les foudres? Serge Beausoleil. Des bons recherchistes. Proprio de l'Océanique. Ouais, qui était DG et coach de l'Océanique à ce moment-là. Excuse-moi, pas si bon. Serge Beausoleil. Alors, c'est les Tanguay. Ouais, exact. C'est ça, excuse-moi, exact. je me mélangeais avec DG et coach. C'est drôle parce que j'étais avec Michael Lalancette un matin, puis on s'en va déjeuner à un magasin qui s'appelle Chez By the way, excuse, pas bon recherchiste, c'est moi le recherchiste. Je suis sûr qu'on parle que je parle pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu mangeais avec Michael Lalancette? Oui, exact. On va déjeuner chez eux, un restaurant à Rimouski, bien connu. Avec un paquet de jeux de mots d'œufs, encore une fois, évidemment. Il y a un sketch des appendices là-dessus, d'ailleurs. En tout cas, continue. Puis on s'en va déjeuner là, puis on sort, puis il me pointe, parce que lui, il l'avait déjà vu, il me pointe derrière le restaurant. Il y a un commerce comme au 2e étage qui vend, c'est marqué genre, je te dis n'importe quoi, là, mais genre légumes, viande fraîche, autre chose, puis cheveux humains. Fait que là, voyons, cheveux humains, ça fait voodoo un peu. Ça fait comme, tu sais. Fait que là, je prends une photo de ce commerce-là, tu sais, puis je le mets, je le tweet, puis je marque comme bon matin de Rimouski. Tu sais. C'est une blague, là, tu sais, c'est juste drôle. Mais moi, je sais pas que. Ça manquait peut-être un peu de sensibilité parce que c'était un commerce de nouveaux arrivants à Rimouski. Puis ils vendaient des perruques, mais il avait mis comme cheveux humains. Fait que moi, je trouvais ça drôle. Puis c'était juste comme. C'est le wording qui est drôle. Oui, c'est ça. Ils vendent des cheveux humains. Ça faisait comme il va chez la coiffeuse, il ramasse le sac de cheveux humains, puis il le vend. Ou il tue des gens. Puis ils vendent juste leurs cheveux. T'sais. Fait que je tweet ça. Là, je retourne à l'hôtel, j'écris mes textes. À un moment donné, je vois que Serge Beausoleil m'a répondu directement sur Twitter. En disant que c'était très malhonnête de ma part. Je sais pas les mots exacts, mais que je traînais une région dans la boue, puis que... Au fond, ce que ça voulait dire, c'est comme, gars, moi, le gars de la ville qui s'en vient faire son frais en région, tu sais. Puis, fait que j'y avais répondu quelque chose, genre, tu sais... Je pensais que tu avais quelque chose de mieux à faire que ça, préparer ton match, parce que c'était un match de série contre les Remparts de Québec, puis je pense qu'il faisait face à l'élimination ce soir-là, tu sais. Fait que j'avais répondu quelque chose d'un peu baveux. Je le reconnais. Mais c'est un peu comme ça aussi des fois. Puis, fait que là, ça reste de même. Le match fini. Puis là, on s'en va au point de presse de Patrick Roy. Puis souvent, dans le junior, les 2 points de presse sont liés en même temps. T'sais. Fait que c'est comme c'est dur de faire les deux. Faut que tu en choisisses un. Puis là, je fais le point de presse de Patrick Roy. Puis après ça, je m'en vais de l'autre côté. Puis je me dis, comme, je peux pas laisser ça de même. Il faut que j'aille parler avec. Faut j'adresse la chose avec Serge. J'avais une bonne relation avec lui. Là, Serge, c'est un personnage, là, vraiment, là, puis avec certains médias, il y a eu certains accros, mais moi, j'ai jamais eu de problème avec, puis je respecte ce qu'il fait, puis fait que là, je m'en vais le voir, puis là, on se serre la main, puis je sens qu'il y a une tension, évidemment, là, il y a un éléphant dans la pièce, là, fait que là, un éléphant avec des cheveux aussi. Oui, exactement. Qui n'étaient pas les miens, d'ailleurs. Mais, fait que là, là il me fait une petite pointe, je pense, puis là, il commence à me dire qu'il trouve ça dommage, puis il me répète un peu ce qu'il m'a dit dans le tweet, mais de vive voix. Et moi, j'ai dit que je suis pas d'accord, tu sais. Puis là, il y a le relationniste de l'Océanique, qui était un remplaçant à ce moment-là, qui n'était pas celui normalement, qui, lui, prend ça vraiment au sérieux, puis là, il commence comme à m'invectiver, mais solide, là, tu sais, puis là, ça n'a pas de sens, puis là, le ton monte, avec Serge, avec moi, puis là, c'est comme, ça devient comme super émotif. Fait que là, maintenant, on fait juste comme, garde, on va laisser ça comme ça, on sort, puis on s'est reparlé, tu sais, Serge, on s'est reparlé souvent après, puis il n'y a pas eu de problème, c'est quelqu'un d'émotif, je suis capable de l'être aussi, lui, il l'était, ça a comme... Ce que j'ai compris, puis il y a une leçon à retenir de ça aussi, c'est que les gens de région sont très fiers de leur région. Mm-hmm. Puis d'arriver comme le gars qui rit un peu, qui arrive un peu plus qui pète plus haut que le trou dans une région, puis qui rit de ça. Puis c'était pas mon intention du tout, mais ça peut les heurter. Ça a été perçu comme ça, alors que toi, c'est l'enchaînement. C'était juste comme légumes, si ça, puis cheveux humains. c'est surréel. Oh, on prend une petite pause hydratation avec la nouvelle boisson Beehive. Oui, parce que qui est la nouvelle recrue de Beehive? La nouvelle recrue du Canadien, j'ai nommé Ivan Demidov. Oui! Sa propre limited edition du Drink Beehive avec la saveur punch aux fruits.
Non, mais c'est-tu pas beau? Ça, c'est un rouge qui m'a fait rêver au punch aux fruits toute ma jeunesse. Buvais ça par intraveineuse, c'était une autre époque. Les amis, Ivan Demidov se joint à l'équipe Beehive. Avez-vous vu la pub? Allez voir ça, c'est pas sans rappeler les bonnes années là, des pubs de Kovalev là, qui jongle là, tel un os entre les rondelles. Et M. Demidov s'hydrate de Beehive. Il a sa propre saveur. Ça vient juste d'arriver. J'ai reçu ça à ma propre porte. Je remercie d'ailleurs M. Max Talbot et également ses compagnons, Bruno Gervais et Étienne Boulay, anciennement des Alouettes. Peut-être connaissez-vous la boisson québécoise Beehive, la boisson sportive 100% québécoise, 100% sucrée à l'érable pur. Oui, pas d'affaire de cochonnerie. Non, bon. Et il y a beaucoup moins de sucre là-dedans. Dans une bouteille de Beehive, il y a seulement 10 grammes de sucre entièrement sucré à l'érable. Les électrolytes, tout ce qu'on veut retrouver dans notre boisson sportive, mais sans le crash d'une boisson trop sucrée du commerce. C'est extrêmement goûteux. Il y a plusieurs saveurs. Allez essayer la nouvelle, si vous voulez l'essayer, de Demidov, punch aux fruits. Ça fit avec sa petite face d'enfant. Ben oui, mais c'est ça. Ben oui, mais c'est ça. Hein? Ça sera pas clope et scotch avec notre bon Ivan. Donc, voilà. Donc, allez checker ça, les amis. Je l'aime, la bouteille. Colin. C'est aussi beau qu'une demi-visière, cette bouteille-là. Bon. Allez checker ça, la nouvelle saveur, avec Ivan Demidov. Dans tes relations avec les coachs, justement, que tu es à Québec, donc tu as été souvent en contact avec Patrick Roy, avec les Remparts. Avec qui tu avais apparemment une bonne relation. Comment ça se passait? Comment c'est de couvrir Patrick Roy? Comment il est sur une base régulière? Ben moi, je l'ai couvert comme sur 2 époques. Je l'ai couvert au début quand je commençais ma carrière au journal en 2012, jusqu'à temps qu'il parte pour l'Avalanche. Puis après ça, je l'ai couvert quand il est revenu avec les Remparts. Y avait-il une différence entre les deux, Patrick? Oui. Oui. C'est quoi les différences entre... Je te parlais de Richard Martel. Ouais. Patrick était un peu dans le même moule aussi au début. Là. C'était comme. Il était très. Moi, je le trouvais très intimidant au début. Là. Quand je suis arrivé au début, là, c'est comme. Puis en plus d'être. Richard Martel, c'est quelqu'un de tu le voyais comme colérique, puis il avait l'air d'être impulsif et tout ça. Mais Patrick Roy, en plus, c'est une légende, veux pas. Puis moi, comme je te dis, moi, j'ai grandi en étant fan de l'Avalanche du Colorado, Peter Forsberg. Fait que, Patrick Roy, c'était le gardien de cette équipe-là. Fait que j'ai grandi en le regardant. Puis c'était comme un peu intimidant. Puis à ce moment-là, je ne couvrais pas les Remparts sur une base régulière. Fait que souvent, j'y allais comme une fois de temps en temps. Fait que là, c'est encore plus tough dans ce temps-là parce que souvent, Patrick c'est un gars qui est très exigeant envers lui-même, donc qui exige la même excellence de la part de tout le monde qui l'entoure, dont les médias. T'sais. Fait qu'il faut que tu arrives préparé, faut pas que tu sois sloppy avec lui, là, parce qu'il va te le dire, puis surtout à son premier passage. Ça m'est jamais arrivé, je pense. J'ai pas de souvenir que ça me soit arrivé, mais c'était quand même tout le temps un peu énervant parce que tu dis là, bon, là, je suis prêt. Fait qu'il y a eu cette période-là. Puis là, je l'ai vraiment plus côtoyé dans son deuxième passage avec les Remparts. J'ai couvert les 5 années qui ont mené à la Coupe Memorial de 2023, quasiment à tous les jours. J'étais là presque à tous les jours. Puis tu sais, le junior, la différence qui est le fun, le junior, puis je m'en rends compte à chaque fois que je couvre du junior versus la Ligue nationale, c'est la proximité que tu as avec les intervenants. Parce que dans la Ligue nationale, tu as un scrum, tu as le coach qui s'en va là, puis les médias sont autour, tu fais ton entrevue, puis il s'en va, puis c'est fini. Tandis que dans le junior, on allait à la pratique, tu as souvent 2-3 médias maximum. Puis là, tu descends après ça, tu t'en vas t'asseoir dans le bureau du coach, puis tu jases pendant 10-12 minutes de tout sauf de hockey. Puis après ça, tu fais ton entrevue. Puis après ça, des fois, tu rejases encore pendant 10 minutes. Fait il y a comme une espèce de proximité qui se crée. Fait que tu finis par connaître la personne pas mal plus que juste le coach. Fait qu'on avait développé vraiment une bonne relation. Puis ça allait vraiment bien. J'ai jamais eu de problème. Puis il était vraiment... Patrick, il faut lui donner, là. De toute façon, c'est un maître de l'art de naviguer avec les médias, là. En quel sens? Il est très... je pense qu'il comprend... Il comprend très bien à quoi on sert, mais il comprend très bien aussi comment il peut se servir de nous pour passer ses messages. Puis c'était particulièrement flagrant dans son premier passage avec les Remparts. C'était même pas subtil. À la fin, il était plus subtil un peu, mais au début, c'était comme... Tu lui posais une question, je te donne un exemple, genre... Patrick, vous avez perdu 3-2, ton gardien, nanana, une question super banale. Puis là, il commençait à répondre pendant 2-3 secondes. Après, il disait
je pensais que ce que tu voulais me parler, c'était... Puis là, il passait son message. Tu sais, il attendait pas que tu lui poses la question. Je pensais que ce que tu voulais me parler, c'était les arbitres à soir, blablabla. Puis là, il partait sur son rant, puis là, il passait le message qu'il voulait, tu sais. Puis à son deuxième... Tu sais, il y a eu une couple de... Tu sais, quand il parlait de son calendrier de marde, je sais pas si tu te souviens de ça, il avait parlé à un moment donné qu'il y avait un calendrier de marde. Puis, parce qu'il trouvait que le gars qui avait fait le calendrier, il lui avait fait un calendrier de marde, ou bien la fois, tu sais, qui disait, je m'en vais, mes chums sont partis jouer au golf en Floride, puis moi, je m'en vais au Cap-Breton. Chris, qu'est-ce que je fais là? En boss. En boss. Il était vraiment, honnêtement, il était vraiment... Au niveau médiatique, j'ai absolument rien à redire sur sa disponibilité. Il était tout le temps super disponible, super, super généreux aussi là, de ses propos. Il y a des coachs, ça leur tente pas, puis qui n'aiment pas ça, puis qui sont moins bons là-dedans aussi, puis c'est correct, mais lui, il était bon pour nous en donner, puis on pouvait pas être là, parce que tu savais jamais quand est-ce qu'il allait te sortir quelque chose qui allait devenir super, polémique un peu, ou créer de la polémique, en tout cas. Fait que ça a super bien été, puis c'est assez drôle, parce que ça s'est fini un peu en queue de poisson à la fin, parce que en série, souvent, on fait des prédictions. On prédit... Puis là, les Remparts, c'est la grosse année 2023. Ils ont le gros club. Puis là, ils se ramassent en demi-finale contre Gatineau. Puis moi, je fais mes prédictions dans le journal. Puis je prédis que les Olympiques de Gatineau vont gagner en 7 contre les Remparts. C'est une prédiction. Je veux dire, c'est comme prove me wrong. Puis on va en rire après. Puis ça va être bien correct. C'est de bonne guerre. Mais eux autres, ils l'ont vraiment mal pris. Puis je me souviens, le lendemain matin, je suis retourné à la pratique. J'étais tout seul ce matin-là, il n'y avait pas d'autres médias. Fait que je m'en vais comme je descends en bas pour aller parler à Patrick. Puis comme il est en avant de moi, puis d'habitude, on marche jusqu'à son bureau. Puis là, il arrête là, puis il fait comme on n'est pas même content de ce que tu as fait ce matin. Là. Puis là, il dit donne-moi ta main. Fait que là, je pense qu'il veut me serrer à la main, mais il me donne une petite claque sur la main. Ah ouais. Là, je fige un peu, tu sais. Puis là, il dit. Puis là, il me dit, tu sais, après. On est vraiment pas, tu sais, c'est pas correct. Le club que j'ai bâti, on est bien meilleur, tu sais. Puis, fait que ça reste de même. Là, je suis comme, tu sais, il est-tu sérieux, il est-tu pas sérieux? Puis je pense que Jacques Tanguay aussi était pas content de ça. Puis, tu sais, je comprends, là, que s'il y avait des médias au Québec qui étaient supposés être au courant, mettons, le plus au fait de la force des Remparts, ça aurait été nous autres. T'sais. Fait que vraiment qu'ils se disaient comment ils peuvent voir que Gatineau est meilleur. Puis les autres, évidemment, pensaient que leur club était meilleur que Gatineau. Fait qu'ils comprenaient pas pourquoi je prédisais ça. Mais tu sais, moi, c'est juste comme, c'est de bonne guerre. Puis si vous gagnez, puis je l'avais dit à Patrick, je dis, j'aimerais bien mieux que vous gagniez. Je prends pas pour vous, mais j'aimerais bien mieux que vous gagniez parce que, tu sais, je veux pas que tu tisses des liens avec ce monde-là à l'interne. Puis pour moi, pour ma job, c'est bien plus le fun si vous gagnez parce que je continue à travailler puis je continue à vous suivre. Fait que... Puis là, pendant cette série-là, ça, c'était la série contre Gatineau, je te dis, là, les joueurs, puis moi, puis Mick Lalancette avait fait la même prédiction que moi, fait qu'il était vraiment fâché contre nous deux. T'sais. Puis les joueurs, ils passaient dans le couloir, puis ils nous regardaient même pas, ils nous regardaient pas. Puis, à un moment donné, pendant un point de presse, j'avais comme posé une question à Patrick, puis j'avais eu comme l'impression, puis il avait jamais fait ça, puis je pensais pas que ma question était si mauvaise que ça, mais il était comme parti à rire, comme si ma question était un peu niaiseuse, puis il avait dit quelque chose devant la caméra, puis il avait répondu une espèce de réponse un peu comme si c'était n'importe quoi ce que je disais. Puis là, je l'avais pris après, j'avais comme, t'es-tu encore fâché après moi, tu sais? Puis il était comme, non, mais je comprends pas pourquoi le gars de Québec prend pas pour nous, puis il avait vraiment pris personnel, tu sais. Puis en tout cas, la série, c'était fini, puis même après, à la fin, quand il y avait, tu sais, puis je me suis planté, là, j'ai mis Gatineau en 7, puis Québec a gagné en 4, tu sais, c'était comme... Je m'étais fourré bien raide. Puis là, après le dernier point de presse, après la Game 4, Patrick, Steph Leroux, parce que Steph Leroux aussi avait mis Gatineau, puis Steph Leroux aussi s'était fait comme ça l'était fait dire par Patrick, mais Patrick était moins fâché par Steph parce qu'il disait que Steph prenait jamais pour eux, mais nous autres, les gars de Québec, c'était... Puis là, après ça, Patrick avait refait encore allusion à ça dans son dernier point de presse en disant qu'il ne comprenait pas, puis que les gars dans la chambre avaient été déçus, que les gars de Québec ne prennent pas pour eux, puis ça. Fait que là, le lendemain, dans le journal, j'avais écrit un texte pour expliquer pourquoi je prenais pas pour les Remparts, puis pourquoi ma job, c'était pas de prendre pour les Remparts, puis je disais que Patrick puis les Remparts m'avaient fait passer pour un niaiseux parce que je m'étais vraiment trompé dans ma prédiction, mais ma job à moi, c'est pas de prendre pour une équipe, c'est de faire l'analyse la plus objective possible avec les informations que j'ai, puis des fois je me trompe, des fois je me trompe pas, tu sais. Puis après ça, ça avait été correct. Là. Après ça, on s'est reparlé. Puis comme je te dis, je l'ai couvert avec les Islanders.
Puis on s'est parlé, puis c'était correct. Là, mais ce moment-là, il était vraiment, vraiment pas content. Puis c'est là que j'ai compris à quel point ce gars-là est passionné de hockey, puis qui prend ça au sérieux. Là. Quand même, une prédiction, c'est comme si c'était une attaque personnelle. Là. J'ai rarement vu, puis il y a beaucoup de gens qui disent, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi passionné que ce gars-là dans tout ce qu'il fait. Là. Moi, je suis encore sur la petite tape sur la main, genre, ta main, oui. Et comme... Ouais. Hein? Ah ouais. C'est comme le directeur avec la règle. Ouais. Genre, exact. Ouais. Non! Ouais. Mauvais gars. Non! Ouais. Puis j'en ai jamais reparlé. J'aimerais ça reparler à un moment donné de ça, de tout cet épisode-là. Je sais pas c'est quoi son opinion aujourd'hui de ça. Moi, aujourd'hui, je comprends. Puis c'était tough pendant un bout. Ben, pas tough, mais c'était bizarre. Parce que là, tu te dis comme... Il n'y a personne qui veut te parler, puis là, c'est tough de faire ta job dans ce temps-là parce que les joueurs sont moins avenants avec toi, puis ils veulent moins t'en donner, puis en tout cas, c'était vraiment bizarre, mais j'en ai jamais Imagine parlé. que Martin Saint-Louis n'est pas content, puis il dit à Luc Gélina, une petite tape ses fesses. Imagine que ce serait malade. C'est comme, hein, viens-tu? Ouais, non, c'était un drôle de moment, mais c'est ça. Aujourd'hui, je trouve ça drôle, mais sur le coup, c'était particulier. Il y a juste un Patrick. Ah oui, non. Il y a juste un Patrick. Écoute, il a pas fait tout ce qu'il a fait pour rien. Là, c'est comme, il est passionné à mort de ce qu'il fait. Là. C'est pas un gars qui est comme, un résultat ordinaire va me suffire. Non, exact. Je voulais, avant de te laisser, te parler d'une couple de dossiers quand même sur lesquels tu as écrit récemment. Je pense que c'est impossible de ne pas parler du dossier de l'équipe Canada Junior, qui est comme, on est vraiment dans l'actualité de ça. Ouais. Au moment où on enregistre, le verdict est tombé, comme quoi les gars sont jugés non coupables. C'est ça que j'allais dire, non coupables. Parce que le terme auquel je pensais, c'était quote, c'est quoi, aucun doute raisonnable? Ouais, c'est ça. Dans le sens qu'on ne peut pas prouver hors de tout doute que les accusations sont véridiques. C'est quoi un petit peu ton take là-dessus, puis un petit peu la suite des choses par rapport à ça? Ben, le verdict, puis en même temps, je ne sais pas quand est-ce que tu vas, tu vas présenter ça, mais il y a encore la possibilité qu'il y ait un appel, fait que c'est peut-être pas fini. Là. Ils ont 30 jours pour aller en appel. Ouais. Mais moi, le verdict, en tant que tel, j'ai pas été surpris que ce soit non coupable. En ayant suivi le procès beaucoup, tu sais, le système de justice est fait comme ça. C'est tellement difficile pour des victimes, surtout dans ce dossier-là, parce que normalement, c'est 1 contre 1. C'est la parole de 1 contre la parole de l'autre, mais là, c'est la parole d'1 contre la parole de 5. Puis ces 5-là, de la façon dont le système est fait, n'ont pas besoin de témoigner. Ils sont pas obligés de témoigner. Tandis que la victime est obligée de témoigner. Fait que là, pendant 9 jours, la victime s'est faite challenger. Puis je dis pas que c'est arrivé ou que c'est pas arrivé. C'est pas ça mon point. C'est juste que pendant 9 jours, elle s'est fait challenger, rechallenger sur des affaires qu'elle avait dites il y a 8 ans. Sur une soirée qui s'était passée, puis veut pas, il y avait de l'alcool impliqué. Fait que des fois, tes souvenirs sont un peu flous. Fait que là, tu dis quelque chose, le lendemain, tu dis d'autres choses. Après ça, fait que il y avait beaucoup d'incohérences dans son témoignage. Fait que c'était comme... C'était rendu évident que le doute raisonnable... Il allait avoir un doute raisonnable dans la tête de la juge, particulièrement étant donné que c'était un procès devant un juge seulement, parce qu'au début, c'était un procès devant un jury. Il est arrivé plusieurs péripéties assez fois, hollywoodiennes. Ça, c'est très rare. Là. Ça, c'est bizarre aussi. Très bizarre. Comme juste pour mettre en contexte, c'est que le jury a été... démantelé 2 fois. Ce qui arrive jamais. Non. Puis les 2 fois, c'est à cause d'une... pas une altercation, mais une interaction avec un avocat de la défense. Qui a comme revenir ridiculisé. Ou... Puis là, c'est ça. Une fois, c'est une interaction sur l'heure du midi avec un avocat. Puis l'autre fois, c'est des membres du jury qui sont allés voir la juge pour dire qu'il y avait un ou 2 avocats qui les regardaient de façon bizarre, puis il y avait l'impression qu'ils se faisaient juger par les avocats quand ils rentraient dans la salle, puis qu'ils se parlaient, puis ils regardaient, puis ils riaient, fait qu'ils se sentaient comme intimidés. Fait que là, ils ont fait comme, le jury est peut-être corrompu. Fait qu'ils l'ont démantelé. Après ça, là, tu peux te demander, est-ce que les avocats ont fait exprès pour essayer de démanteler le jury pour que le procès ait lieu juste devant un juge? Parce que, tu sais, un procès devant un jury, c'est tellement médiatisé, puis on a beau dire ce qu'on veut, c'est émotif. Puis même si t'es pas supposé te soucier de ce qui se dit à l'extérieur, veut pas quand c'est des jurys, quand c'est monsieur, madame, tout le monde qui est là, ça devient, tu sais, l'émotion prend une partie aussi. Fait que est-ce qu'elle aurait eu plus de chances de gagner sa cause si ça avait été devant un jury? Peut-être.
Mais moi, de la façon que je l'ai suivi, j'étais pas surpris. Comme je te dis, ça se peut qu'il y ait un appel. Je serais surpris qu'il y ait un appel avec la façon dont ça s'est passé, puis la façon dont la juge a parlé d'elle aussi. Pas d'elle, mais de son témoignage quand elle a rendu sa décision en disant qu'elle n'était pas crédible. En fait, que son témoignage n'était pas crédible et pas reliable. Je cherche fiable. le mot fiable. Ouais. C'est tough là, quand même. Là. Ça veut dire que tout ce que tu as dit... T'étais pas proche. Non, c'est ça. On comprend. Elle a commencé avec ça. Fait que c'était comme OK. Fait que c'est tough. Après ça, mais là, est-ce que ces joueurs-là, c'est quoi la suite pour ces joueurs-là? Oui, parce que là, l'association des joueurs, eux, est comme ils ont été jugés non coupables. La Ligue nationale n'a pas levé leurs sanctions actuelles. Ils sont encore suspendus au moment où on se parle. Est-ce que tu penses... Parce que ça reste que même s'ils sont jugés non coupables, l'opinion, on dirait populaire, est quand même pas supra favorable à leur endroit. Là, non, c'est ça. Parce que tout le monde... On dirait un peu le feeling de OK, ils sont jugés non coupables devant la loi, mais il s'est passé de quoi cette soirée-là exact. Qui est pas nette. Non coupable ne veut pas dire innocent exact. Au sens de la loi, parce que c'est juste exact. que c'est pas hors de tout doute raisonnable qu'ils sont coupables, mais ça veut pas dire qu'ils s'est répondu non plus. Exact. Fait que là, après ça, la question se pose de savoir comment tu fais la part des choses du point de vue, puisque eux sont jugés non coupables devant la loi. Est-ce qu'après ça, il y a une autre forme de procès populaire, puis je ne suis pas en train de prendre aucun parti, je me mets dans les souliers de la Ligue nationale. Comment est-ce que tu gères ça? Ouais. Est-ce que ces gars-là, tu penses, vont rejouer dans la Ligue nationale? Moi, je ne serais pas surpris. Parce que je ne sais pas si tout le monde va jouer, là, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait un gars comme Carter Hart, qui était le meilleur joueur du groupe, je pense. Là, les autres. Est-ce qu'il y a-tu Dylan Dubé, Alex Formanton qui a arrêté de jouer et qui travaille à sa construction aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va rejouer. Carl Foote, puis Michael McLeod. Ouais. McLeod aussi, mais tu sais, c'est plus des gars de soutien. Fait que tu veux-tu prendre le risque de créer une tempête médiatique puis d'une espèce de... Et les Oilers n'ont pas rencontré Carter Hart? Ça a-tu été confus? Je sais pas, ça se peut. Je veux pas partir de moi, mais je comprendre que les équipes ont peut-être démontré de l'intérêt. Je pense que là, pour l'instant, la Ligue nationale n'a pas statué parce qu'ils attendent de voir ce qui va arriver avec l'appel aussi. S'il y a un appel puis on se relance dans des procédures encore, ben là, c'est pas réglé. Une fois que s'il n'y a pas d'appel puis qu'ils sont officiellement non coupables, moi, mon feeling, puis je peux me tromper, je pense qu'il va falloir qu'ils passent par le même genre de processus que Logan Mailloux a dû faire, puis que Joel Kenville, puis une espèce de... conscientisation. C'est ça. Il va falloir qu'ils clairent leur image, puis qu'ils démontrent que c'est des bons citoyens, puis qu'ils ont compris, puis blablabla. Puis à un moment donné, c'est plate, là, mais je pense qu'à un moment donné, tout le monde va l'oublier. Puis, tu sais, ce que Logan Mailloux a fait, il n'a pas violé personne, mais il a quand même été reconnu coupable. Oui, lui, il avait été aussi devant la loi. Oui, c'est ça. Il a été reconnu coupable aussi. Puis, en Suède ou au Canada? Oui, c'est ça, en Suède. Il a été reconnu coupable, puis il a quand même pu réintégrer la Ligue nationale après avoir passé à travers le processus. Fait que moi, mon feeling, c'est ça. C'est qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui va donner une chance à Carter Hart, qui va lui donner un PTO, un essai professionnel, puis à suivre après. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment ces gars-là vont dealer avec ça après aussi. Parce que veut pas, tu sais, leur réputation est entachée, puis tout le monde va quand même un peu se souvenir. Tu sais, quand tu vas penser à Carter Hart, il va toujours avoir une espèce d'astérisque à côté. Là, comme ce gars-là, il était un procès pour agression sexuelle, puis il a fait des affaires bizarres qui ont été. Tu sais, parce que les détails sont dans le procès aussi. Là, on sait ce qu'il a fait. Là, puis techniquement, au sens de la loi, il n'a pas violé la fille, mais il a fait des affaires qui étaient bizarres aussi, puis qui étaient comme. Questionnable. Que tu veux pas nécessairement que tes jeunes qui écoutent le sport que tu présentes puis qui veulent aspirer à ça puis qui regardent ces gars-là comme des modèles qui voient que c'est normal puis que si tu as ça, ben, tu peux recommencer à jouer comme tu veux. Fait, il va y avoir je pense le processus à faire puis ça me surprendra pas qu'il y en ait un ou deux qui au moins qu'il y ait un essai. Ouais. Dans un sujet moins lourd. Oui, c'est ça. Ça a droppé. On est parti de la petite table à la main et on est tombé dans le... Hey, montre-moi ta main. Ouais. Non! La vente des pingouins. Ouais. Possiblement que Mario achèterait les pingouins. Qu'est-ce qui se passe à Pittsburgh? Parce que c'est arrivé à l'époque où les pingouins lui devaient de l'argent. Il avait dit OK, je vais racheter donnez-moi des parts. Laisser tomber telle dette. Finalement, ça avait décuplé la valeur en centaines de millions de dollars. Il avait fait une bonne affaire, il avait revendu l'équipe. Pourquoi est-ce qu'on est rendu au point où Mario rachèterait les pingouins? C'est une bonne question. C'était Fenway Sports qui avait acheté l'équipe. Puis ils l'ont remis en vente. Les raisons pour les... Je sais pas si... Est-ce qu'ils sont en train de voir que... Parce que là, les pingouins, c'était une mine d'or jusqu'à tout récemment. Mais là, c'est comme... va descendre. C'est ça. Là, la pente est déjà... entamée. La descente est déjà entamée. Puis
Est-ce que Sidney Crosby va rester là encore? Une fois que Sidney est parti, là, c'est la longue traversée du désert. Là, à moins qu'il draft Gavin McKenna puis que là, tu repartes avec encore un stud pour les 15-20 prochaines années. Mais quand Sidney Crosby va partir, comme un pan de l'histoire va tomber. Puis après ça, ben, les Penguins, ça va être tough parce qu'ils n'ont pas beaucoup de relève. Fait que c'est tout ça. Ils sont en train de voir que là, même peut-être que les prochaines années vont être plus tough. Puis là, ben, ils mettent l'équipe en vente. Ouais. Ça va être intéressant. Puis j'ai vraiment hâte de voir d'ailleurs la saison des Penguins cette année. Là. Je pense que là, ils ont vraiment tourné le coin. Puis qu'est-ce que Sidney Crosby va faire? C'est un gars qui est tellement loyal puis qui est tellement fier d'être un Pingouin. Puis... Tourner le coin dans le sens de... Ah, dans le mauvais coin. Ouais, c'est là, ça. Tourner le coin pour aller dans le sous-sol. Ouais. Parce que tu étais quand même beaucoup, tu vois du junior quand même pas mal. On a parlé justement de ça. Là, c'est quand même tout un changement de règle avec l'NCA. Ça change la game. Tu as nommé Gavin McKenna. L'offre de 700 000 $ que Penn State a faite ne peut pas être égalée par Medicine Hat. Et aussi le calibre, aussi avec des joueurs plus vieux qui l'intéressent. Qu'est-ce que tu penses que la nouvelle règle va changer dans l'écosystème? Énormément de choses, là, je pense. Là. Puis là, on est comme au début. Je pense que tout le monde est un peu en attente là, de voir ce qui va se passer. Mais juste le fait aussi que les gars peuvent recevoir de l'argent, c'est très récent aussi. Là, dans un autre ordre d'idée. Ça fait un an. C'est ça. En fait, ça fait même pas un an. C'est depuis comme le 1er juillet ou le 1er juin. Mais la règle a changé depuis novembre. Mais c'est comme à partir de maintenant qu'on peut le faire. Les équipes de hockey junior vont devoir revoir leur façon de faire, puis vont devoir revoir leurs produits. Puis ça va devenir tellement tough pour les petits marchés. Moi, c'est surtout à eux autres que je pense. Tu sais, j'ai aucun doute pour les Remparts de Québec. J'ai aucun doute pour les Wildcats de Moncton, pour les Knights de London. Ces équipes-là vont réussir à attirer parce que l'envers de la médaille, c'est que maintenant, les jeunes Américains vont pouvoir venir jouer dans les Canadiennes avant d'être draftés. Fait que, les Remparts, cette année, ont drafté Carter Meyer, qui est le fils de Freddie Meyer, d'ailleurs. Qui est Freddie Meyer? Freddie Meyer, l'ancien défenseur des Islanders et des Flyers, qui a joué avec Simon Gagné avec les Flyers à l'époque. OK, je me souviens pas de lui. Et son gars, Carter Meyer, c'est un des meilleurs joueurs de son groupe d'âge, un Américain, qui est un potentiel choix de première ronde en 2027. Et là, ils l'ont repêché, puis il espère pouvoir l'attirer, pas cette année à 16 ans, mais l'année prochaine à 17 pour son année de repêchage. Fait que là, peut-être qu'il va jouer pour le programme américain à 16 ans, puis là, il espère pouvoir l'attirer. Fait que tu sais, il y a peut-être... Ça, c'est l'autre côté de la médaille, que les équipes de hockey junior vont pouvoir attirer les meilleurs joueurs de 16-17 ans. Fait que, est-ce que la Ligue va devenir plus jeune? Moi, je pense que oui. Ça va être comme une Ligue de 16, 17, 18. Il va y avoir une coupe de 19-20, mais les meilleurs 19-20, même 18 ans, vont s'en aller dans NCAA pour une année ou deux avant leur année de draft. Puis la Ligue, le hockey junior va devenir une espèce de USHL canadienne, où tu as les meilleurs joueurs de 16, 17 puis 18 qui vont être là. Fait que, tu sais, par exemple, Macklin Celebrini aurait joué dans la WHL. Tu sais, s'il ne serait pas allé, il a joué à 17 ans à Boston University, mais à 16 ans, il est allé dans BCHL parce qu'il ne fait pas jouer dans les Canadiens. Mais là, il l'aurait peut-être eu à 16 ans. Ouais. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là aussi. Puis Jack Eichel avait été drafté par les Mooseheads d'Halifax à l'époque, en première ronde. Qui serait peut-être venu jouer à 17 ans ou peut-être à 16 ans, puis il serait allé après ça à BU à 17. T'sais. Mais est-ce que tout ce qu'on parle par rapport au changement, ça s'adresse juste aux meilleurs joueurs? Parce que là, on parle des joueurs élites. Ben là, c'est ça. Puis je pense que là, il y a aussi un espèce de retour du balancier qui va arriver. T'sais, le premier gros nom au Québec qu'on a entendu parler, c'est Justin Poirier, le premier qui a quitté. Puis ça a fait comme « Oh my God, on va tous les perdre. » Puis là, finalement, il y a Poirier qui est parti. Il n'y en a pas tant que ça d'autres. Le Carbonneau, on a pensé qu'il partirait. Finalement, il reste. Qu'est-ce qui se passe finalement avec Caleb? Moi, je pense qu'il va rester. Là. Je pense que... La décision n'a pas été non, rendue pas près. Lui, son but, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Ouais. L'affaire maintenant, c'est que si tu joues des matchs hors concours, techniquement, c'est considéré comme... Si tu joues des matchs dans le camp d'entraînement, techniquement, je pense pas me tromper, c'est considéré comme des matchs professionnels. Fait que tu peux plus jouer dans l'NCAA après. Fait que s'il joue des matchs hors concours... Non, c'est pas vrai. Les matchs hors concours, c'est correct, mais s'il joue des... Mettons qu'il commence l'année... Dans les fameux 8 matchs. C'est qu'une fois que tu as signé ton contrat professionnel, ben là, ça, tu peux plus jouer dans l'NCAA. Fait que lui, son but, c'est ça. Fait que moi, je pense qu'il va signer son contrat. Peut-être même qu'il va jouer comme 9 games dans la Ligue nationale pour commencer la saison.
Puis après, si ça marche pas, il va revenir avec les Wildcats. Puis l'année prochaine, peut-être, non, il y aura son contrat va être signé. Fait que, puis l'année prochaine, il pourra peut-être jouer à 19 dans la Ligue nationale. Je serais surpris que la Ligue, la LGMQ le perde. Fait que, il n'y en a pas tant que ça des gars qui ont quitté la LGMQ. Puis mettons un gars comme Justin Poirier, là. C'est un gros step à aller dans la NCAA. Puis ça, c'est ce que, tu sais, en ce moment, on a l'impression que le gazon est plus vert aux États-Unis, là. Mais quand il va arriver là-bas, je ne dis pas que ça va pas marcher. Là. Je lui souhaite que ça marche, mais ça se peut que des gars comme lui, ils arrivent là contre des gars de 22, 23, 24 ans qui fassent comme OK, c'est tough. Là. Puis qu'ils décident de revenir après, finalement. Il n'est pas grand, Justin. Il n'est pas grand, 5 pieds 7. Là. Fait que je pense que la Ligue espère ça aussi. Elle espère qu'il y a des gars qui vont se rendre compte que la meilleure option pour eux autres à 19, c'est peut-être de revenir dans le junior. Puis après ça, ben, 20, 21, 22, tu rejoues dans NCAA. Puis là, ben, ça va comme créer l'espèce de chemin pour ce profil de joueur-là. Mais c'est sûr que, tu sais, des gars comme, tu sais, Justin Carbonneau, il a décidé de revenir cette année. C'est sûr qu'il ne jouera pas dans la GMQ l'année prochaine. Ça va être la Ligue nationale ou la NCAA. Caleb Desnoyers, ça va être probablement la même chose aussi. Fait que, tu sais, les tops, tu vas les perdre à 19 ans quasiment tout le temps, à moins qu'il y ait un sentiment d'appartenance pour leur club. Puis ça va devenir autre chose, ça va devenir très dur pour les clubs de se bâtir aussi, parce qu'en ce moment, les clubs de hockey junior bâtissent tout à peu près de la même façon. Ils repêchent des joueurs à 16 ans, à 17 ans. Ils les développent. Puis quand ils sont rendus à 19-20, ils gagnent avec. Parce qu'ils sont rendus à maturité. Mais là, quand ces gars-là s'en vont, comment tu fais pour bâtir un club gagnant, tu sais? Fait que, ça change la game. Ça change complètement. Juste avant de te laisser partir, je vais te demander, Kev, de tout ce que tu as fait quand même depuis une dizaine, 12, 15 ans, de quoi tu es le plus fier à date dans ce que tu as fait? Oh my God. Dans ta job, pas de rêve, mais qui est correct. C'est ça. Ce que je suis le plus fier. Ouais. As-tu des articles ou des écrits ou des trucs sur lesquels tu as fait? Que tu dis ben, tu sais, c'est sûr que, mettons, en termes de couverture, ce que je suis le plus fier, my God, c'est tough. C'est une question parce qu'il y en a tellement. Mais c'est la plume dorée. Non, vraiment pas. Mais tu sais, je suis fier de. Tu sais, je suis fier de. Première chose, je suis juste fier d'être encore là, tu sais, puis d'avoir encore ces opportunités-là, puis surtout la façon que j'ai commencé, puis j'étais pas supposé rester après le mois d'août, puis je suis encore là 13 ans, 14 ans plus tard. Ça, c'est sûr que c'est une super belle fierté. Tu sais, je suis fier d'être. Je sais pas si c'est une fierté, mais j'ai couvert le tournoi des maîtres aussi, le Masters de golf en 2014. Je suis un gars de hockey, mais j'ai capoté ma vie complètement d'aller là. Je sais pas si t'aimes le golf un peu. Là, ou si je suis assez néophyte, mais... C'est fou. Là, c'est complètement un autre monde de voir ça. C'est un terrain... juste de rentrer là puis de voir... En tout cas, il y a une espèce d'aura, ces événements-là aussi qui sont le fun. En termes de... C'est sûr que un des trucs dont je suis le plus fier en termes de couverture ou en termes... Ce qui est le fun en tant que journaliste aussi, c'est d'avoir des scoops des fois, puis comme d'avoir des nouvelles exclusives. Puis, il y en a une que je suis particulièrement fier parce que c'est arrivé comme vraiment rapidement quand on a appris que Gilles Courteau quittait la GMQ. Cette soirée-là, ça a été fou. Là. J'étais on allait souper chez mes parents avec la famille, avec les enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, mon téléphone sonne, il est comme 5h30, puis là, c'est mon boss, il me dit hey, là, Gilles Courteau vient de démissionner, tu peux-tu travailler? Fait que là, j'étais comme chez mes parents, tu sais, pas le choix. Fait que là, j'ai comme manqué le souper, j'étais allé dans le bureau chez mes parents, puis j'ai travaillé, puis j'avais réussi à avoir l'exclusivité de qui allait le remplacer, que Mario Cecchini avait été déjà comme. Fait que ça, c'était quand même un gros. Dans le monde du hockey junior, c'était quand même une grosse nouvelle qui avait fait jaser pas mal. Fait que ça, j'étais content. Mais c'est ça, en termes de fierté, je pense que c'est vraiment juste de. Tu sais, c'est tough de rester dans ce milieu-là. Puis c'est un milieu qui est pas facile. Puis il y a beaucoup de compétition. Puis il y a beaucoup c'est le fun parce qu'il y a une confrérie. Puis c'est le fun d'être avec le monde. Mais il y a quand même. Tu es tout le temps un peu en compétition pareil. Puis il faut que tu. Tu sais, tout le temps. Il faut tout le temps que tu sois bon. Parce que si t'es pas bon, il y en a des milliers qui veulent prendre ta place. Là, fait que ça, c'est quelque chose que je suis fier d'avoir continué de travailler. Puis d'avoir. Je pense que j'ai une certaine crédibilité auprès des contacts que j'ai. Puis, fait que c'est ça. Mario Cecchini, qui est venu au podcast, quand on l'a vu à Vegas, on a changé un petit peu tout ça. Puis, je pense que sa fille même est venue voir mon show, en tout cas. Puis,
le soir même, j'étais comme, OK, là, Charles, on va aller voir Love des Beatles, on va voir tel show de magie. Ouais. Puis on est allé voir Penn and Teller, puis qui est comme, sont deux machins qui font ça depuis 40 ans, puis on arrive, puis Mario avec sa femme qui arrive en même temps. Comme, hey les gars, Charles, David. Je suis comme, hey Mario, show de magie, let's go. Ouais. Il est vraiment fin, Mario. C'est un bon. Oui. C'est vraiment bon. Puis j'aime beaucoup ce qu'il fait depuis le début, depuis son arrivée. Là, c'est pas un gars de hockey, Mario Cecchini. Là, c'est pas un gars de média. C'est un gars de média, mais c'est un gars de. Puis tu sais, je trouve qu'il essaye des affaires. T'sais, on peut pas y reprocher de pas. L'abolition des bagarres, c'est lui. Puis la réduction du calendrier de 4 matchs, c'est quand même 4 matchs, c'est lui. Puis ça faisait des années qu'il essayait de le faire dans la ligue. C'est lui aussi. Il essaye des trucs. Puis là, ils ont beaucoup de points sur la planche avec son appareil d'NCA. Mais au moins, c'est ça. Au moins, il essaye des affaires. Puis il essaye de rendre ça meilleur. Puis tu vois qu'il prend ça à cœur. Très cool. Merci, Kev. Écoute, pour tout ton temps, j'allais dire, si tu pars ton channel YouTube, moi suivre quand même. Merci, Kev. J'espère pas avoir à me rendre là, mais... Je veux juste que tu parles. Je veux juste que tu finisses pas dans un sentiment de paix, mais d'anxiété. Fait que je m'assure que les invités finissent vraiment sur un mal-être. C'est fait, c'est réussi. Merci. C'était Kevin Dubé. Merci énormément, Kevin, d'être passé au podcast. Ça a été un réel plaisir de pouvoir enfin s'asseoir, jaser à la petite tapette, dans le sens que la petite tape sur la main de la part de Patrick Roy. Je ne vais pas m'en remettre de sitôt. Merci énormément à Kevin. Merci aux studios qui nous ont accueillis sur place. Merci également à toute la gang de Dress Tape. J'ai nommé Amelia McGuire, Saint-Onge, Jordan Chouanière. Montage, mix audio également, Monsieur Matt Blanchet, un gars qui joue encore senior. Et sans oublier producer Tom et également Fred Levac au jingle. Je pense que j'ai oublié de le mentionner au dernier épisode. Fred Levac, le jingle de Dress Tape depuis Day One. Les amis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. À la semaine prochaine. OK, bye bye.